Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Anything's possible. Anything's possible. C'est marrant parce qu'en basket, quand Boston est champion, Xavier, on a l'impression que le trophée rentre à la maison. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode du Trèfle. Vincent au micro pour vous accompagner dans un nouveau numéro de notre série des Focus. Et aujourd'hui, nous allons nous consacrer à la carrière du grand Al Horford. Comme d'habitude, pour ce faire, je ne suis pas tout seul. Tout d'abord, on accueille Azad. Azad, comment vas-tu ? Eh bah ça va. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode sur le trèfle, enfin que moi j'en avais pas fait. Et puis ça fait longtemps qu'on veut faire celui-ci. Donc très content de pouvoir y participer. Et puis voilà. C'était soit ça, content. Soit Luis Felipe Junior. Tu vois. Du coup, donc on a gardé Al Horford. Exactement. Mais du coup, je préfère ça. Et puis je suis très content de le faire avec notre invité très spécial. Et oui, effectivement, nous accueillons aujourd'hui un nouvel invité sur le trèfle et on est extrêmement content de l'avoir avec nous, puisqu'il s'agit de Nico, alias Steelbolin sur Twitter. Salut Nico, comment vas-tu ? Salut tout le monde. Bah écoute, ça va très bien, je suis vraiment très content que vous m'invitez. Je suis pas si spécial que ça, même si j'aime bien que vous me le disiez. Et en plus, on va parler d'un joueur, un joueur qui est vraiment qu'on ne peut pas ne pas aimer. Donc mais qui n'est pas très mis en lumière non plus, donc c'est bien de passer un peu de temps sur lui. C'est très bien, tu commences avec qu'on ne peut pas aimer, je suis assez d'accord globalement, en tout cas, moi tout le passage que j'ai pu suivre, ça va être un fil rouge du joueur et même du bonhomme d'ailleurs quelque part. Alors chers auditeurs, je vais commencer par présenter notre invité, parce que peut-être que tout le monde ne te connaît pas, nous on te connaît, et pourquoi on est aussi content avec Azad de faire cet épisode avec toi ? Et bien parce que tout simplement tu as fait partie des gens qui nous ont éduqués au basket, enfin en tout cas pour moi, parce que t'as un sacré palmarès entre les articles sur Basket Info, un des premiers à faire du scouting en France, et surtout des années sur le podcast L'écho des parquets, avec les Antoine, les Guillaume, les Lucas. Et dans mes souvenirs, c'est un podcast qui a vraiment été formateur, en tout cas pour moi, à minima. Je sais pas, Azad, si tu écoutais à l'époque, pas sûr. Mais ouais, je te fous sous le train direct. Mais en tout cas, moi j'étais un auditeur assidu. J'en profite pour remercier Guillaume qui c'est lui qui nous a donné, je ne l'ai pas dit, qui nous a soufflé ton nom pour parler d'Al Horford. Et je te remercie et on te remercie d'avoir accepté aussi rapidement et gentiment. Et enfin, tu es aussi l'auteur d'un livre, LeBron James avant LeBron James. Et si on découvrait LeBron James comme si on y était, je vais te laisser nous en dire quelques mots sur ce bouquin et essayer de nous le vendre, dis-moi. Merci à toi déjà de cette présentation assez sympa, même si elle indique subtilement à tout le monde à quel point je ne suis pas jeune. Oui, c'est vrai. Et ça fait partie de ma force aussi. Maintenant, je peux parler de joueurs des années 90 sans trop, avec une forme de légitimité. Et LeBron James, d'ailleurs, justement, LeBron James, j'avais envie d'écrire un livre parce que ceux qui me connaissent un peu savent que je peux parler longtemps, écrire longtemps, faire des séries d'articles qui se terminent pas parce que c'est trop long. Et du coup, je me suis dit, un livre, c'est pourquoi pas. Et j'avais un peu cette envie cette question un peu du passé, de retrouver le scouting report dont tu parles, qui était un peu un truc que j'aimais beaucoup faire au moment où j'étais très actif. J'ai aussi la curiosité de dire, oui, mais les joueurs avant que je m'y intéresse, comment ils étaient, des choses comme ça. Et qui de mieux que de commencer par LeBron James, qui tout de suite a une hype immense, et aujourd'hui on est bien placé pour savoir que la hype, l'effervescence médiatique autour d'un joueur, des fois elle n'est pas à la hauteur, elle est exagérée. Et là j'étais assez curieux de savoir comment ça se passait, donc le concept du livre c'était vraiment littéralement de faire comme si j'étais à l'époque. Donc quand LeBron James apparaît dans la presse en premier, donc ça commence dans les années... Alors il y a son nom qui apparaît, j'ai retrouvé une des premières fois où son nom apparaît dans un journal quand il a 13 ans, ça je vous laisserai découvrir, et puis un peu après, quand ça commence un peu tout petit à petit à se médiatiser, d'abord localement, puis après dans l'Ohio, puis après nationalement, avec notamment la fameuse couverture Chosen One de Sport Illustrated, les matchs de ESPN, et du coup, j'ai repris tous les articles que j'ai pu trouver de l'époque, avec l'idée que comme si j'avais pas
la capacité de voir les matchs, comme ça aurait été le cas d'ailleurs si je m'étais intéressé à l'époque, et de découvrir ce joueur en temps réel, sauf que c'était il y a 20 ans, quoi. Et d'analyser comment les gens le percevaient, qui exagérait, qui n'exagérait pas, qui au contraire disait non mais il est pas si fort que ça, qui disait non mais il est tellement athlétique que là il démonte tout le monde au lycée, mais vous verrez quand il sera NCAA ça va pas être la même mayonnaise. Ça, là, on n'a pas pu savoir, mais déjà l'NBA ça a pas été ça a été exactement la même mayonnaise, donc en fait c'était drôle à lire après coup. Aussi de regarder un peu comment les journalistes traitaient un phénomène très particulier, des gens qui avaient envie de dire qu'il était aussi fort que ça, mais qui osaient pas trop parce que c'était peut-être un peu exagéré. Et puis une partie un peu plus scouting report réellement, de ce qu'on en disait, oui, mais quelle est la valeur de son jeu en transition, ce genre de bêtises. Et ouais, c'est très amusant, ça fait un peu histoire de LeBron James sur cette période-là lycéenne, avec tout ce qu'on peut entendre autour. Et voilà, donc si vous voulez vraiment plonger dans cette période-là, comme si vous étiez aux États-Unis, plus ou moins, jetez-vous dessus, quoi. On mettra le lien en dessous du podcast et effectivement, ça donne envie. Les gars, ça fait très longtemps qu'on voulait faire un focus sur Al Horford, ça fait un petit moment qu'il est passé par chez nous. Et donc il était grand temps qu'on s'y mette parce que très clairement, soit il va prendre soit retraite, soit il va aller à Golden State. En tout cas, il y a fort à parier qu'on le voit plus sous le maillot de Boston. Donc on va commencer un peu comme d'habitude parce que je suis un grand original par chronologiquement ces années à la fac, et on peut dire qu'effectivement Al Horford il a une vraie carrière universitaire puisqu'il a joué 3 ans pour la Flag de Florida et il va quand même gagner 2 titres où il partageait la raquette avec un certain Joakim Noah. Vas-y Nico, tant que t'es chaud, je te laisse nous parler de ce que tu te rappelles de ce qu'on disait du Al Horford à la fac et donc pré-draft. Ouais, alors ce que je me rappelle pour en parler, ça vient plutôt sur la fin, en fait, quand Joakim Noah explose, c'est là qu'on entend parler de lui, parce que Florida devient très, très populaire pour la France, et c'était une époque où j'avais pas trop accès à des matchs, où Internet, c'était encore un peu pas aussi fourni qu'aujourd'hui, donc c'était un peu la vision française qu'on en avait, où en fait c'était surtout Joakim Noah et son lieutenant Al Horford. Mais globalement, mais du coup, j'ai un peu quand même regardé ce qui se disait à l'époque et ce qui se recoupait avec ce que j'avais à l'esprit. Al Horford était plutôt un lycéen assez coté, mais pas non plus extraordinaire. Je crois qu'il est dans le top 30, plus ou moins, ce qui est très très bon. Et du coup, il va forcément dans une grosse fac, comme est celle de Florida, qui a tendance à sortir des joueurs, en plus d'avoir un climat intéressant. Donc on commence ce jour-là, qui dès son année freshman fait vraiment donc sa première année universitaire aux côtés de David Lee, qui fera une belle carrière en NBA. Il y a vraiment le freshman qui déjà a du temps de jeu, qui déjà se montre solide et qui devient intéressant pour la suite, quoi. Et c'est qu'après, Joakim Noah est aussi dans cette équipe-là, mais vraiment il est sur le banc, il ne joue presque pas. Et c'est cette année d'après où cette équipe-là de Florida explose tout le monde, notamment parce qu'explose Joakim Noah, mais vraiment d'une façon dominante. Il apparaît du jour au lendemain comme étant finalement un joueur dominant, ce qui est assez impressionnant en soi. Et forcément pour nous qui sommes français, ça avait une saveur particulière, d'autant plus que aujourd'hui les joueurs les gros prospects français, on en a pratiquement chaque année. Cette année, à cette époque, c'était pas vraiment le cas. C'était un peu plus compliqué, et encore moins en passant par le système universitaire. Donc il y avait un peu cette hype française, mais que je me suis rendu compte qu'elle était aussi américaine, parce que toute cette année-là, cette année sophomore de Joakim Noah, et qui est celle aussi d'Al Horford, Joakim Noah est vraiment envisagé top 5 de la NBA, voire top 3, voire plus, jusqu'au bout de l'année même. Et à côté, Horford est un peu dans son ombre. Il est un peu dans son ombre, mais déjà sur sa deuxième année, il a progressé par rapport à la première, mais toujours en augmentant de façon progressive. Et cette seconde anniversaire d'Horford et Noah qui se terminera par un titre, mais un titre où c'est une équipe très collective qui le remporte, du moins collectif selon les standards NCAA bien sûr. Donc avec Joakim Noah en star, mais en star un peu particulière, parce que c'est pas le gros scoreur, c'est pas le joueur qui a tous les ballons, et en fait il y avait un gros partage du ballon, et ça concernait aussi Al Horford, qui lui aussi finalement est un joueur universitaire, même un prospect NBA plutôt défensif, plutôt dans le côté
super joueur de complément, ou du moins, je suis un peu dur quand je dis ça, mais qui n'est pas le joueur qui va prendre son équipe sur le dos et la faire gagner, et surtout pas offensivement. Alors Ford, quand il arrive déjà en NCAA et sur les années qui suivent, il est d'abord là parce qu'il est fort sur le côté de la défense. Excellent défenseur et un peu dans tous les registres défensifs, c'est-à-dire on a déjà évidemment le classique un peu en contre 1, mais déjà dans le jeu, dans la défense sans le ballon, il y a déjà des trucs très très intéressants. C'est déjà un joueur très très mûr, qui a déjà beaucoup de fondamentaux, qui comprend bien le jeu, qui est déjà très intelligent. Et en fait, Orford, on a déjà cette image, tout de suite, dès qu'il arrive, cette image du rêve de tout coach, en fait. Du joueur qui est le bon élève de la classe, qui fait ce qu'on lui demande de faire et qui le fait plutôt bien. Donc, et notamment les trucs que les gens ne veulent pas faire. Donc de la défense, des passes, c'est un joueur déjà très altruiste, très dans cette idée-là du partage du ballon et de trouver le joueur ouvert dès qu'il a la balle, de regarder le panier un peu dans un second temps seulement si c'est nécessaire, et qui fait les écrans, qui fait le box-out, enfin tout ce qui est vraiment un joueur très, très propre. Et ça, on peut le dire ça dès sa première année, ce qui est déjà assez impressionnant. Une grande maturité d'esprit et de jeu tout de suite. Mais là, cette seconde année universitaire avec Florida qui finit par le titre, c'est vraiment un collectif. Donc il y a Noah et Horford et une raquette de ces deux joueurs-là, même jeunes, niveau NCAA, est imparable. Plus encore avec l'idée que dans NCAA, on peut rester plus de 3 secondes dans la raquette. Donc ça facilitait énormément le travail des deux joueurs. Mais ça rentrait aussi dans leur registre d'être capable de défendre loin du ballon, de protéger la raquette. Donc ça les a bien aidés, peut-être même ça les a assez formés pour des choses qu'on verra pour la suite. Et puis il y a du Corey Brewer, qui même si Frank n'est pas aussi éclatante que les deux autres, sera un excellent joueur NCAA, du Torren Green, du Liam Frey. Enfin des joueurs vraiment, un 5 majeur, vraiment majeur. D'ailleurs si vous pensez à l'équipe d'Atlanta dans l'Orford et quand ils font le 60 victoires, on est un peu dans ce registre-là, un peu cette idée-là de gros partage du ballon. Donc en fait, quand Florida est champion, c'est vraiment l'équipe qui est championne. Et c'est Joakim Noah qui a un peu plus les faveurs des médias, mais tout en étant dans un rôle très très collectif. Et Horford et Noah décident, malgré le titre, de rempiler pour une année, ce qui est assez rare. Donc déjà que des sophomores aillent à leur troisième année universitaire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fréquent. D'autant plus quand ils ont une grosse cote comme ils l'avaient, sortir du titre, en théorie, c'est impossible d'avoir une cote plus élevée. Comme je dis, Joakim Noah aurait pu être peut-être premier choix de la draft, peut-être. Horford, encore plus bas, à ce moment-là, il est plutôt fin loterie. Parce qu'il y a plus ce registre-là, c'est surtout un super joueur d'équipe, super défenseur, mais en attaque, il y a un petit peu de poste bas, mais ça reste très fruste. Le toucher, on se pose des questions. Le shoot, pour l'instant, il n'y est pas vraiment. Donc c'est plutôt rebond offensif et un peu poste bas, quoi. Du coup, un joueur très intéressant, mais quand même très limité. C'est pas le genre de joueur qu'on draft très haut. Horford et Noah remplissent pour une année, et clairement, il y a un peu ce côté bon, on est une bande de potes, on va continuer ensemble encore un peu, parce qu'après, on sait que c'est le boulot, c'est la NBA, c'est pas pareil, on sera plus ensemble en plus. Et il y a aussi ce côté un peu, mais il y a un défi à faire, quoi. Je veux dire, en NCAA, c'est assez rare les équipes qui gagnent coup sur coup. Déjà parce que souvent les joueurs partent en fait, ils surfent sur leur titre universitaire pour maximiser leur cote auprès de la draft et d'aller se présenter à la draft. Du coup c'est relativement rare, du coup il y avait un peu la belle histoire. Mais il y avait aussi ok, on connaît cette équipe de Florida qui est très très forte, et du coup toutes les autres équipes de la NCAA ont mis une cible dans leur dos et ont pu même fomenter des plans spécifiques pour jouer contre eux, puisqu'ils étaient connus. Là où l'année d'avant, on a un petit peu le côté un peu surprise, notamment avec Joakim Noah qui sort quasiment de nulle part. Là, il n'y a plus ça. Du coup, c'est une année un peu plus sportive, on va dire, pour cette équipe-là de Florida, qui finalement est un peu moins dans le côté c'est la fac et la fête. Et ça se ressentira notamment beaucoup sur Joakim Noah qui aura un peu plus de temps de jeu, des stats un peu moins bonnes, et puis un peu moins ce côté incroyable qu'il avait pu avoir l'année d'avant, mais aussi parce qu'il est plus ciblé. Aussi parce que plus les matchs s'enchaînent, plus on sait quel joueur il est en fait. Au contraire, lui, Horford continue sa progression. Donc pendant que Noah déçoit un petit peu, mais je mets des guillemets parce que c'est plus un côté une relativisation, et c'est plus le joueur tel qu'il est
avec un contexte un peu plus compliqué. Mais Horford, lui, qui est toujours un petit peu dans l'ombre, mais qui là prend un peu plus de place, il progresse, il devient notamment un shooter à mi-distance correct. Donc on commence à se dire, mais s'il commence à développer ça en attaque, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant, tout en restant ce joueur un peu à tout faire, un peu présent partout dans tous les domaines qu'on attend pour un joueur de son poste. Et Florida réussit le doublé. Donc comme je dis, c'est une chose assez incroyable. Et du coup, il y a une vraie... il se ressent une vraie force de cette équipe-là, même des joueurs globalement qui en sont, quoi. Je veux dire, Corey Brewer qui se fera drafter 6 ou 7e, je sais plus. Ouais, Ouais, alors qui clairement fera pas la carrière qui mériterait ce truc-là. Il y avait un peu cette année-là de draft, hein, il y a beaucoup de joueurs qui ont été dans la roue de quelqu'un. Il y a McConney qui a été dans la roue de Greg Oden, il y a Ace Lowe drafté 10e, je crois, dans la roue de Kevin Durant. Donc il y avait un peu cette vibe-là. Mais du coup, on a Horford ressort un peu à la fin de l'année comme étant finalement le meilleur prospect, le plus sûr en tout cas, avec ce côté excellente défense et défense complète en plus, excellent rebondeur, très bon contreur aussi. Et en attaque, un peu de poste bas, un peu de jeu à mi-distance, et ce côté-là, progression permanente qui est très intéressante. Alors, ça ne marche pas tout le temps, mais ça peut être une indication de ce joueur-là, il a du potentiel parce qu'en fait, il est capable de progresser encore et encore et encore. Donc lui, il y a ça. Il fait 3 années NCAA, mais du coup, 3 années qui, pour le coup, lui ont vraiment, vraiment servi. Plus sa personnalité, son attitude parfaite pour un coach, quoi. Sa cote monte beaucoup dans une draft qui, alors à l'époque, elle était annoncée assez forte, la draft, mais passer la première et deuxième place, donc Greg Oden et Kevin Durant, un peu difficile de le départager. La suite démontrera que c'était pas si compliqué, enfin ça s'est départagé un peu facilement sur la suite, mais il y avait un peu ce truc-là. Horford a fait 3e, il aurait pu faire 8e. Mais pour le coup, Horford a ce truc-là, et je pense que ça s'est vérifié. Une chose faut qu'on arrête de dire pour les prospects NCAA, mais pour le coup, pour Horford, je crois que ça marchait bien. Horford, c'est peut-être le seul vrai prospect qui était NBA ready. Je ne sais pas si vous voulez un peu rebondir sur ça, mais pour le coup, tout ce que j'ai dit là, il y a vraiment ce joueur mature et un peu rêvé du coach. Certes, pas ce qu'on attend pour drafter très haut, mais on savait ce qu'on allait avoir et on savait que ça allait être bien, quoi. Ce qui est assez marrant, c'est dans tout ce que tu as dit, et après je passerai la parole à Azad, il y a beaucoup de mots qui correspondent à l'Horford de 35 ans. Exactement. Et ça, ça fait comme si le prospect il s'était vraiment réalisé comme dans un livre, quoi, on va dire vraiment du mieux possible. Petite parenthèse entre guillemets, Azad, tu pourras intervenir aussi là-dessus. Est-ce que vous avez lu des choses parce qu'il rempile pour l'histoire? Pour une 3e saison, hein, voilà, pour tenter un back-to-back en NCAA, est-ce que le fait que lui soit un fils d'NBAer, alors un petit NBAer qui a fait des passages en NBA mais de joueurs professionnels, Joachim Noah, fils de Yannick Noah, le fait que ça soit des mecs, en fait dans mon esprit, ce genre de tentative on le verrait pas parce qu'il y aurait une pression économique, financière de l'entourage où les mecs remplissent pas pour le plaisir entre guillemets à la fac et vont chercher directement le gros contrat en NBA. Est-ce que le fait que ce soit des mecs qui venaient d'un milieu, pour le coup ces deux-là, je sais pas ce qu'il en était pour Brewer, mais ces deux-là de milieu entre guillemets favorisés ou de mecs qui n'avaient pas une pression financière à contribuer à ça, je sais pas si c'est un jour sorti ou pas, mais c'est vrai que ça m'a un peu marqué quand je vois ça, et après je les vois les 3 joueurs de Florida draftés top 10 les 3, c'est vrai que tout de suite ça me vient à l'esprit de est-ce qu'en fait le fait qu'ils avaient une situation de vie assez confortable a contribué à ça aussi ou pas. Tu sais qu'il y a des NBAers qui font faillite, hein, donc des fois c'est pas dit. Mais en l'occurrence pour Horford, écoute, il y a exactement un truc exactement sur le sujet, même si c'est pas vraiment ça le motif, mais donc effectivement Horford a son père, c'est Tito Horford, qui a une très brève carrière en NBA et qui, je peux aller vérifier, mais qui apparemment aurait dit que lui il est allé en NBA après seulement 2 ans de fac. Alors je crois qu'il avait quand même 22 ans ou 21-22 ans quand il y va, donc c'est pas juste il est parti très jeune, c'est que juste il a fait que 2 ans de fac, mais il serait parti après seulement 2 années universitaires et il serait drafté je crois fin de premier tour ou début deuxième et ça marche pas. Et il aurait dit, lui, ce serait un regret de Tito Horford de s'être présenté à la draft sans aller au bout de son cursus. Alors c'était une autre époque, hein, c'était les années
fin des années 80, mi-80, je Lui, crois. il est drafté en 88-89. Enfin, sa première saison avec Milwaukee, c'est 88-89. Voilà, donc c'était encore une époque où globalement les joueurs restaient plutôt 3-4 ans à l'université, même si tu t'appelais Shaquille O'Neal ou Alonzo Mourning. Oui, donc c'était plus dans les standards, entre guillemets, et moi, mon œil d'aujourd'hui me dit, tiens, c'est bizarre qu'ils aient fait 3 ans, finalement, les mecs. C'est ça, c'est ça. Et on aurait pu se le dire, on se le disait aussi un peu à l'époque, il y avait déjà la vague des très jeunes joueurs qui étaient déjà sortis. Mais là, en l'occurrence, mais ça je l'ai vu qu'après coup, Tito Orford aurait dit, moi je regrette d'être parti si tôt en NBA, donc j'ai un peu dit à mon fils, bah écoute, ça peut être une bonne chose que tu restes encore un peu, d'autant plus que la cote d'Orford était un peu plus basse. Comme dit, elle était plutôt fin de loterie, quoi. Donc il n'avait pas tant de choses que ça à perdre en termes de place, là où je sais que vous avez fait l'année dernière un podcast sur Marcus Smart avec Guillaume, justement, où vous avez beaucoup parlé du fait qu'il fait une année, je crois, une année à la fac, et après il se présente pas à la draft, il refait une année pour prouver des choses. Là, il y avait, comme Orford n'avait pas la même hype, il n'y avait pas ce côté, ou comme Joakim Noah a eu, il y avait quand même ce côté encore un peu discret, c'est un très fort joueur NCAA, mais pour l'instant c'est plutôt un super joueur de complément. Donc lui, il avait aussi ce côté, au-delà de s'amuser encore avec ses amis, de tenter le défi du deuxième titre. Il avait le truc de, je pense que je peux, il s'est dit, je pense que je peux encore gagner des places à la draft parce que je pense que je peux faire mieux. Je pense que je peux notamment développer ce tir à mi-distance. Alors, parce qu'il n'aurait pas développé ce tir-là. Je pense que jamais. Et quand j'ai développé, je dis pas qu'il les mettait tout le temps, mais il a montré suffisamment de tirs pour que ce soit intéressant. Je pense que jamais il est drafté 3e, ni même 4e, 5e ou 6e. Donc il a parié sur sa progression. Et pour le coup, ça a marché, quoi. Azad, dis-moi ce que tu peux nous dire sur ce que tu as pu voir et revoir d'Al Horford à Florida. Moi j'en ai moins vu. J'ai trouvé un peu des images et j'avais aussi l'aspect tactique en réalité, parce que du coup, pour redonner un peu de contexte, je m'étais noté 2-3 anecdotes. Déjà, le coach c'est Billy Donovan. Du coup, pour les gens qui suivent un peu la NBA, ça doit rappeler quelque chose. Et quelque chose qui était pas mal développé du coup autour du jeu des deux intérieurs, c'est ce qu'on appelle parfois des Gator Pass, et du coup c'est lié au Florida Gator, du coup le nom de l'équipe, où c'est un peu du poste haut vers du poste bas, et c'est là où du coup le jeu de Noah et Horford, qui est aussi des intérieurs qui étaient déjà en fait assez modernes, parce qu'ils pouvaient un petit peu porter la balle aussi. Pas autant que maintenant et pas autant que certains intérieurs portent la balle actuellement, mais c'est vrai qu'Horford et Noah, ils ont été dans leur carrière un peu peut-être pas les premiers, mais ils ont été les intérieurs qu'on a appelés parfois des point center ou un petit peu des hubs offensifs. Alors les deux le font dans un style très différent, mais du coup j'ai trouvé ça intéressant que les deux se retrouvent un peu dans la même équipe et les deux se fondent aussi bien dans un collectif. Et d'ailleurs il y a un peu, ce qui est top avec des joueurs pareils, c'est que l'un peut jouer avec l'autre et l'un peut aussi jouer avec et sans l'autre, parce que défensivement très polyvalent, ils apportent des choses différentes. Et d'ailleurs dans la finale de 2007, du coup du deuxième titre, Noah joue que 20 minutes. Et en fait c'est plutôt Al Horford qui est très responsabilisé et qui joue le plus de minutes et qui prend le plus de tirs sur la finale. Et ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que du coup la match-up contre qui il joue en finale, c'est le Ohio State avec Greg Oden, qui était du coup en tout cas de ce que j'ai compris, le plus haut, enfin le prospect le plus attendu, qui finit du coup premier choix de draft, et il jouait aussi du coup avec Mike Conley Jr. Donc c'était un peu les petites anecdotes que je m'étais noté un peu sur cette partie-là en universitaire. Après, difficile de retrouver beaucoup de matchs aussi, mais c'est vrai que le jeu était très collectif. Et quelque chose qui ressortait beaucoup aussi, c'était sa capacité à défendre plus grand que lui finalement. Et je trouve que c'est quelque chose qui l'a suivi un peu toute sa carrière, parce que toute sa carrière, un peu, j'ai l'impression qu'on a dit que Al Horford était un poste 4 qui jouait poste 5. Mais en réalité, s'il a fait toute sa carrière à jouer poste 5 plutôt que poste 4, il y a l'aléa un petit peu du destin tu te retrouves jamais à côté d'un joueur qui est un pivot dominant. Mais du coup, il y a aussi le fait que en fait, il pouvait être finalement ce poste 5 qui apportait énormément de choses, parce qu'il pouvait aussi défendre le post-up et défendre un peu plus grand que lui. Et dans les scouting reports que j'ai lus, c'était des choses qui ressortaient pas mal.
Et l'autre anecdote que je m'étais notée sur cette équipe de Florida, c'est Torian Green, qui du coup va faire un mini passage en NBA, et qui va plus d'ailleurs marquer les équipes pas de WNBA, de D-League, qui passe du coup dans le Stampede de l'Idaho. J'aimais beaucoup le nom de l'équipe Stampede de l'Idaho, je trouve ça très mignon. Et C'est dans le l'équipe... seul club de CBA machin dont je retiens, que je peux trouver comme ça d'un coup. Je trouve ça très... Le Stampede de l'Idaho, en tant que quelqu'un qui aime bien la tactique et tout, je trouvais ça très cool. Et surtout, il y a un passage en France de monsieur Torian Prince, non, du coup, Torian Green, qui gagne en 2014 avec Limoges, d'ailleurs, le championnat de France, et qui passera aussi par l'Asvel et Le Mans. Du coup, voilà les petites choses que je m'étais noté un petit peu sur ce passage à la fac, qui, du coup, rempli d'anecdotes pour des gens qui n'ont pas forcément suivi le passage les moments où il était à la fac, mais quand on se replonge dedans, c'est vrai que y a des noms qui reviennent, et par exemple c'est la draft dans laquelle il se présente est beaucoup plus compétitive que la draft qui décide de passer finalement, parce que la draft qui passe, c'est Andrea Bargnani qui finit premier choix de draft, alors que là ils se sont retrouvés dans la même draft que Greg Oden, Kevin Durant, Mike Conley, Jeff Green, pas mal de joueurs qui ont joué pas mal de matchs. On a Tadeusz Young aussi, et pas mal de joueurs qui ont joué plus de 1000 matchs. Et d'ailleurs dans cette draft, Al Horford est que le 4e joueur qui a joué le plus de matchs, alors qu'on pourrait croire qu'Al Horford du coup avec sa longévité, ce serait le joueur qui a joué le plus de matchs de sa classe de draft. Et en finale, Tadeusz Young, Mike Conley et Jeff Green ont joué plus de matchs. Alors je crois que c'est des matchs de saison régulière, parce que si on prend les playoffs, monsieur Al Horford a joué beaucoup de matchs de playoffs. Mais ça, on pourra en reparler peut-être à la fin de l'épisode, quand on fera peut-être un bilan statistique pour mettre en avant sa longévité. Greg Oden, il est pas loin, non, dans les matchs Juste derrière. Ouais, Greg Oden, pour dire où est-ce qu'il est, il est entre Javaris Chris Stanton et Chris Richard en nombre de matchs joués. Ouais, Chris Richard, tu sais où il a joué? Où il était à la fac? Ouais, Florida. Voilà, ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Et je crois qu'il a joué Ah non, je sais pas où il a joué. Non, j'allais dire qu'il a joué en France, mais non, en fait, je mélange. Mais il y a des noms quand même qui sont assez marquants dans cette draft. Il y a du coup le japonais Lee Lian, je prends peut-être mal. Il y a Al Thornton aussi, moi, qui m'avait un peu marqué dans mes débuts de suivre la NBA. Thiago Splitter. On a aussi des joueurs un peu de kiffeurs, comme un Josh Mark Roberts ou un Rodney Stuckey, Aaron Brooks. Enfin, il y a Wilson Chandler qui a fait un beau passage aussi à Denver et à New York. Spencer Rose, qui était un intérieur assez moderne. Nick Young, Aaron Affalo. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs un petit peu, qui ont pas marqué l'histoire de la NBA, mais qui sont restés quand même un paquet de saisons. Quand tu vois aussi le nombre de matchs de Bellinelli ou même Marc Gasol, du coup, c'est quand même une draft qui a sorti presque 3 défenseurs de l'année. Non, Al Horford n'a pas été défenseur de l'année en 2018, alors qu'il aurait pu l'être, mais on en reparlera plus tard. Mais du coup, c'est quand même une draft qui a sorti 2 défenseurs de l'année avec Joakim Noah et Marc Gasol. Oui, c'est toujours rigolo de revoir les vieilles drafts pour aussi et voir ce qu'on se disait des joueurs à l'époque. Je suis allé un peu par curiosité aller voir un peu, justement pour essayer d'évaluer comment était perçu Al Horford au moment de sa draft. Et comme je disais, ça parlait il aurait pu être 3e, il aurait pu être 8e. Et je sais qu'il y a des analystes qui mettaient plutôt un autre ailier fort face à lui, Brandon Wright, que tout le monde se souvient très bien évidemment parce qu'il a fait une carrière exceptionnelle, mais qui était vraiment le cas inverse de Horford, dans le sens où Horford c'était ce qu'on a dit, 3 ans de fac, la sécurité. Brandon Wright c'était le potentiel, c'était oui il est freshman, oui il joue pas beaucoup à North Carolina, mais quand il est sur le terrain, waouh, il nous en met plein les yeux. Et c'est vrai, il y a des joueurs comme ça qui après, en n'ayant pas montré tant que ça, se développent et deviennent à la hauteur de leurs outils. Bon, Brandon White, ça n'a pas été le cas, quoi. Donc là, il fallait faire le NBA ready. Là. Pour nos auditeurs, Brandon White arrive dans le trade de Rajon Rondo des Celtics aux Mavericks à Boston, accompagné de Jake Crowder, dans mes souvenirs. Je sais pas le fond du truc, mais c'est un de ses faits d'armes. C'est ça. Mais c'était lui, c'était plutôt un profil rim runner en réalité, finalement. C'était que un profil rim runner. C'est un profil athlétique et jeune, et qui ne s'est jamais développé. Donc à un moment donné, et c'est à Dallas justement, avant ce transfert-là, où à Dallas, il est un peu mis à la fenêtre, mais parce que Dallas
Rick Carlisle, je crois. Oui, complètement Rick Carlisle d'ailleurs. Est très fort pour mettre en valeur les rim runners. Et Brandon White, c'est là où il devient un peu intéressant. Et je crois même quand il va à Boston, on se dit tiens, je pense pas qu'on se dise je me souviens pas très bien, mais je crois pas qu'on se dise que Jack Roder sera la meilleure pièce. Je crois qu'on se dit pas mal d'avoir un rim runner comme Brandon White, c'est toujours utile dans une équipe plutôt bien goupillée comme Boston, quoi. Et au final, il jouera que 8 matchs à Boston. Et il repartira à Phoenix, donc je me demande s'il permet pas aussi à Boston de récupérer Isaiah Thomas. Donc au final, il a quand même une place importante dans l'histoire des Celtics parce que Isaiah Thomas en 2017, c'est une des meilleures saisons individuelles de l'histoire des Celtics, mais on s'éloigne du sujet et en même temps, alors on risque d'en reparler avec Al Horford, parce qu'Isaiah Thomas, à mon avis, doit un petit peu à Al Horford. Donc juste après la fac, oui, vas-y Nico. Je tiens à préciser que j'ai dit hors antenne avant que j'étais pas responsable du temps et que vous me connaissez, faut m'arrêter. On est déjà, je sais pas combien de fois, mais on a déjà fait 45 digressions. Non, tout va bien. Tout va bien, c'est sous contrôle. Tout va bien se passer. Donc effectivement, on en parlait, il est drafté 3e à sa sortie de la fac. Des 3 années de fac, on a bien fait le tour. Et drafté par les Hawks. Azad, est-ce que tu veux te lancer sur la première on avait déterminé, entre guillemets, on a beaucoup travaillé, 2 périodes aux Hawks. Je te laisse un peu faire un peu le découpage. Il passe 9 saisons à Atlanta avant de signer en free agency à Boston. Je te laisse définir à peu près la première période Atlanta. Après Nico il complétera sur cette période-là. Et du coup il arrive du coup en 2007-2008 dans la ligue. Et très vite, en réalité, il a pas mal de responsabilités et il a quand même un rôle assez important parce que rien que sur sa première saison, il joue quand même déjà les 81 matchs. Il est titulaire sur 77 de ces 81 matchs, donc très vite responsabilisé. 30 minutes par match, 31 même, donc voilà, pas mal de temps de jeu. Et il finit du coup 2e à la course du rookie de l'année. Donc on peut dire que voilà, c'est un joueur qui a quand même... En tout cas, qui aura bien débuté sa carrière et qui aura du coup un petit peu validé, entre guillemets, son 3e choix de draft assez tôt. Et après, en termes de collectif, un petit peu, c'est vrai que moi j'ai du mal à faire que l'individuel et j'aime bien un petit peu remettre dans le contexte. C'est une équipe d'Atlanta du coup qui est pas encore du coup hyper compétitive, mais qui va le devenir assez vite. Et notamment à partir de l'année 2009-2010, où du coup avec notamment le coach Larry Drew, et il va jouer du coup, il jouera pivot. Et c'est vrai que malgré le fait qu'il fasse que 6-9, donc entre guillemets c'est pas le plus grand des intérieurs et c'est même rarement le plus grand de son équipe. Par exemple, il joue souvent à côté... Enfin, dans la même équipe, il a joué de Zaza Pachulia, par exemple, ou Jason Collins, qui sont des joueurs de 7 pieds qui sont plus grands que lui. Mais ce sera finalement Al Horford qui sera le pivot titulaire et qui jouera en fait à côté de Josh Smith et aussi Marvin Williams. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, Josh Smith fait la même taille que Al Horford et Marvin Williams fait 1 pied de moins. Donc on est un peu dans cette mouvance un petit peu moderne d'avoir des intérieurs pas encore qui tirent. Parce qu'à l'époque, il tire à mi-distance, mais il tire pas encore à 3 points. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, et peut-être Nico, tu peux dire un mot là-dessus par rapport à la fac, on fait un mini retour à la fac, mais c'est son indicateur lancer franc de shoot n'indique pas que 20 ans plus tard, il shootera à 45% à 3 points dans les corners, quoi. Parce que tu disais qu'il avait un peu développé ce tir à mi-distance, mais je trouve que les indicateurs montraient quand même pas que ça allait pouvoir exploser à ce point-là. Ah non, mais clairement. Alors, bon, à l'époque, déjà, à l'époque, le 3 points, ça n'avait pas l'importance qu'on lui donnera par la suite. Donc, qu'un intérieur tire à 3 points, presque, on voulait pas. Par contre, on voulait qu'il tire à mi-distance pour un peu, quand même, pas trop embouteiller la raquette, pour avoir un peu une option secondaire. Donc, il y avait ça. Et c'est pour ça que quand il développe ce tir à mi-distance, en NCAA, tout le monde dit « Ah, pas mal ». Mais à aucun moment donné, on attend, on espère, on vise le 3 points. Ça, c'est réservé à ceux qui ont ça un petit peu naturellement. Mais puis je regardais même au niveau des lancers francs à NCAA, c'était pas foufou, j'ai pas les chiffres sous les stats, mais c'est 60% je crois. C'est ça. Donc même si à l'époque j'aurais eu cette vision du tir à 3 points
Et cette connaissance du fait que le pourcentage de lancer franc est plutôt un bon indicateur pour dire si est-ce que le joueur a le toucher suffisant pour à un moment donné développer peut-être un tir à 3 points, j'aurais dit non, désolé, comptez pas trop là-dessus, ou du moins, je n'aurais pas parié là-dessus. Donc c'était assez, c'était assez inattendu. Après, comme tu disais, à l'époque, les intérieurs qui tirent à 3 points, c'était de l'ordre ça existait, mais c'était de l'ordre de l'exception. C'était si tu avais un talent naturel là-dedans. Et il n'y avait pas encore trop, même si ça commençait doucement à venir. Hein. C'est la période où ça commence un peu à fléchir la question. Mais où c'était pas. Après, là, tu parlais un peu de cet Atlanta-là avec 2 autres postes 4 qui étaient donc Josh Smith et Marvin Williams. Josh Smith, star plus, comment dire, de highlight que de terrain, mais quand même un joueur extrêmement intéressant, extrêmement fort et très jeune. Marvin Williams, ancien numéro 2 de draft, pris devant Deron Williams et surtout Chris Paul, ce qui restera l'erreur ultime des Hawks, je pense, et qui se paye enfin, je pense qu'ils ont, ça se trouve, ils ont un titre s'ils draftent Chris Paul, mais ça, c'est encore un autre débat. Et là, ils draftent encore un poste 4, quoi. Alors, sachant que Marvin Williams, poste 4, mais à l'époque, il était plutôt vu comme un poste 3, mais c'est clairement... à l'époque, on ne disait pas ça, mais c'est clairement un poste 4 qu'il aurait dû être. Mais là aussi, il y a un peu ce truc un peu bizarre de... Bon, Atlanta, là, vous faites des choix un peu bizarres quand même, quoi. J'entends que tu draftes au talent à la draft, mais là, Horford, qui était... que tout le monde veut le drafter, mais tu peux te dire... en 3, est-ce que je peux pas tenter un plus haut potentiel avec le risque que ça joue, mais de rester plutôt sur le côté parce que Horford avait déjà un peu ce truc là de oui, c'est un super joueur d'équipe, quoi. Ce sera ton 3e meilleur joueur de ton équipe et jusqu'à la fin de sa carrière. Du coup, c'était un peu dommage quand tu draftes en 3e. Bon, en l'occurrence là, ils ont extrêmement bien fait parce que c'était le meilleur joueur derrière les 2 autres, clairement. Et bon, je compte pas Greg Oden qui est un peu spécifique, mais quand même sur le coup on se dit oui, mais d'accord, vous faites ça, mais c'est déjà un peu la galère sur vos postes. Et puis du coup vous allez le mettre poste 5. Bah oui, on va le mettre poste 5. Et t'as son père, je reviens sur lui, Tito Horford, qui lui était pivot, il mesure toujours, je pense, 2m16. Du coup, il était pas content. Il a vraiment dit, mais en fait, moi je veux pas qu'il soit pivot, mon fils, parce que il est pas taillé pour être pivot, plus dans le sens où tous les soirs, il va prendre des coups, il va devoir, que physiquement, il va être éreinté plus qu'il ne devrait à se coltiner des pivots plutôt que de se coltiner des postes 4. Ce qui peut s'entendre sur le fond, surtout quand il pense à son fils, quoi. Il pense pas aux Atlanta Hawks. Et il n'a pas non plus la vision de ce que va devenir la NBA, même si la Phoenix est en train de montrer des choses avec Steve Nash et même Stoudemire qui jouait pivot, quoi. Qui jouait pivot et sans défendre, ce qui est incroyable. Horford, lui... C'était une époque déjà où il y avait 2-3 équipes modernes. Moi, je suis tombé aussi, du coup, en regardant à Horford, je suis tombé sur quand ils se font battre 4-0, mais c'est un peu plus tard. Je crois que c'est en 2010. En 2010, où ils se font battre 4-0 par le Orlando Magic, qui avait déjà un jeu très, très moderne, pour le coup. Et il n'y avait pas que Phoenix, entre guillemets, comme équipe un petit peu de five out, parce que finalement, le Magic arrivait aussi à le faire en faisant poser les écrans à Dwight Howard assez haut, et avec du coup des multitudes de shooters et une bonne gestion de la géométrie du terrain. Et justement, dans cette série-là contre les Hawks ont encore un jeu très à l'ancienne, avec du post-up. C'est post-up Josh Smith, après c'est isolation de Jamal Crawford, après c'est post-up à Horford. C'est vraiment très lent et c'est très peu efficace, et il y a peu de pieds qui sont mis dans la raquette et presque pas de tir à 3 points. Et de l'autre côté, il y a le Magic qui délivre un jeu où ils organisent le terrain pour que ça libère soit un tir au cercle, soit un tir dans les corners. Il y a des joueurs assez modernes avec JJ Redick, Dwight Howard, Rashard Lewis. Il y a Rashard Lewis, il y a Turkoglu aussi, et même Michael Pietrus qui du coup est un 3&D entre guillemets presque moderne, quoi. Donc Et c'est vrai que au début, il n'est pas toujours tombé dans les contextes les plus favorables, et cette première équipe d'Atlanta, je trouve qu'elle n'a pas forcément bien mise en avant, mais finalement, au bout de la 3e année, il arrive déjà à un niveau où en fait, il est élu All-Star, et il finit même dans la 3e équipe
All-NBA, la All-NBA Third Team, et c'est aussi du fait que à l'époque c'était avec les postes en réalité, et du coup lui il était identifié comme pivot, et du coup première équipe c'est Dwight Howard, la deuxième c'est Amar'e Stoudemire du coup, et troisième équipe on se retrouve avec Al Horford à 24 ans qui fait déjà du coup qui récupère déjà un petit peu des récompenses du style, en sachant qu'en fait il était en compétition avec André Bynum, Tyson Chandler, Joachim Noah, Al Jefferson et Marc Gasol un petit peu, et Kendrick Perkins qui avait reçu des voix apparemment pour pour la third team. Donc voilà, ça remet aussi un petit peu en contexte les récompenses qu'il a pu avoir dans sa carrière, mais c'est vrai que le premier passage n'est pas forcément optimal, mais c'est Hawks, c'était quand même marrant avec en fait il y avait des très grands joueurs et Mike Bibby sur le terrain, parce que même Joe Johnson est immense entre guillemets pour un poste de Oui, physiquement, oui. Oui, non, mais clairement, cette équipe d'Atlanta, il y a vraiment ce côté. Tu mets le talent d'un côté, tu prends le talent, t'en fais une pile, et tu mets le résultat en face, tu fais, t'es déçu, quoi. Alors après, il y a des problèmes aussi de profil de joueur et de façon, parce que Joe Smith, que j'aime sur plein de trucs, mais je pense que c'est un joueur qu'il faudrait réétudier un petit peu. Joe Johnson, je l'avais un peu regardé à l'époque de la centaine de Guillaume. Plein de trucs très bien, mais aussi pas le franchise player que tu veux. Pas idéal finalement, pas assez efficace, pas assez distributeur, pas assez efficace. Voilà. Donc, et en fait, cette équipe-là d'Atlanta non plus n'avait pas d'entraîneur jusqu'à après, n'avait pas d'entraîneur pour non plus trouver des astuces. Non mais Mike Woodson, Larry Drew, c'était vraiment les entraîneurs moyens types quoi de l'époque. C'était très les entraîneurs 42 victoires, 42 défaites un peu je trouve. C'est ça, et sur le terrain, d'ailleurs, l'un ou l'autre, tu fais pas la différence, quoi. Sur le terrain, ça se voit pas, il n'y a pas trop d'imagination, et c'est vrai que c'est un peu frustrant de voir ça. Et finalement, dans ce lot-là, Horford est le joueur, quand même, toujours le plus intéressant. Et le fait que ça marche, le fait de le mettre en poste de pivot, en tant que rookie déjà, et que ça marche, déjà, c'est assez impressionnant. Moi, ça m'avait un peu marqué. Où tout le monde disait ouais non mais vous allez l'abîmer, il va pas y arriver, c'est compliqué, au moins attendez 1 an ou 2 ou je sais pas quoi. En tout cas non, on s'en fout, on essaye, et le fait que ça marche, ça dit des choses sur Horford, sur cette capacité déjà à être vraiment le bon élève, mais être suffisamment bon de toute façon pour quand même dans une situation difficile, avoir son apport global. Et je sais pas ce que t'en penses à Zad, si tu as un peu pu voir un peu plusieurs matchs de ces périodes-là. J'en ai pas vu beaucoup non plus, hein. Mais là, on revoit un peu quelques morceaux de match. J'avais trouvé que bizarrement, la défense sans le ballon d'Horford lors de son année rookie était mieux que celle d'après. Là, parce que son année rookie, alors c'était un match contre Boston, où il y a vraiment ce côté, comme il faisait à NCAA, mais c'était un peu plus logique parce qu'à NCAA, t'as pas les 3 secondes dans la raquette, mais il était un peu plus dans j'ose lâcher mon joueur qui s'écarte pour aller protéger la raquette, ou faire des rotations un peu plus spécifiques qui ont l'air d'être bizarres. T'as l'air de lâcher ton joueur, mais en fait non, tu prends la meilleure décision qui est celle de protéger le panier ou de protéger le tir qui est le plus risqué ou un truc comme ça. Et ça, je l'avais vu de son rookie là, quand pour préparer cette émission, j'ai revu ça et j'ai fait mais il était déjà ce joueur capable de contrôler une raquette, alors peut-être pas capable, mais qui faisait au moins, qui avait les intentions, qui avait les bonnes idées, qui avait les bonnes tentatives. Et les matchs un peu après, 2010-2011, j'en ai regardé un petit peu. Là, je l'ai trouvé beaucoup plus collé à son joueur, comme s'il avait eu la consigne de non, mais tu lâches pas ton joueur, on s'en fout ce qui se passe autour, tu lâches pas ton joueur. Parce que c'est comme ça qu'on défend, c'est comme ça que je suis, je m'appelle Larry Drew. Et c'est tout. Et du coup, ça m'a un peu déçu. Horford, du coup, tu sens ce côté, j'applique les consignes, je fais ce qu'on me dit, ce qui est une grande qualité. Mais là, en l'occurrence, j'étais un peu déçu, quoi. J'ai été très déçu, et même avant la Redou, la dernière année de Mike Woodson, justement la série contre le Magic, j'ai été très déçu de la défense d'Atlanta, qui pourtant, tu vois, bon, c'est une défense qui est censée être moyenne avec une attaque d'élite à cette époque-là. Deuxième meilleur offensive rating et 13e defensive rating. Et en fait, l'attaque fonctionne absolument pas parce qu'ils tombent contre une défense qui est assez historique. Et Matt Barnes, d'ailleurs, fait un super travail sur Joe Johnson à l'époque. Mais défensivement, j'ai trouvé ça très mauvais.
Et ensuite, j'ai regardé les joueurs aussi autour d'Hallerford. Et je pense que c'est peut-être pas lui qui a perdu, entre guillemets, en impact défensif, mais les joueurs sont des défenseurs très moyens. Et même Josh Smith, qui a le physique n'est pas forcément le cerveau de son physique en défense, quoi. Et Joe Johnson, c'est assez catastrophique. Mike Bibby aussi. Et après, j'ai vu la cerise sur le gâteau, probablement le pire défenseur que j'ai dû voir ces dernières années, Jamal Crawford. C'est sensationnel. Et du coup, là, je pense qu'il n'a pas le rôle de colmateur. En plus, si toi, tu as remarqué qu'il allait beaucoup moins, entre guillemets, libérer aussi son joueur pour venir un petit peu en aide, vu qu'il n'y avait que des joueurs qui nécessitaient qu'on les aide, je pense que oui, ça a un petit peu, ça n'a pas forcément aidé. Et dans tout ce marasme, en fait, le seul autre peut-être bon défenseur, c'était Zaza Pachulia, qui en réalité était plutôt son backup, donc ils avaient pas trop la chance de jouer ensemble, quoi. Mais c'est vrai que l'effectif en lui-même, moi, j'ai trouvé très inquiétant défensivement sur la partie Mike Woodson, Larry Drew, quoi. Donc du coup, au final, on se retrouve sur une première partie de carrière où on a retrouvé finalement le Hallerford de la fac, ça s'est bien transposé, mais avec des limites collectives évidentes. Est-ce que individuellement, de réputation, est-ce qu'il n'avait pas des défaillances lui, justement en termes de rebond, vu qu'il jouait beaucoup pivot sans forcément la taille? Est-ce qu'au niveau rebond, ça s'en sortait entre guillemets, ou est-ce que c'était pas formidable? Moi, j'ai une bonne vision de jeu. Alors, le rebond est toujours un peu compliqué à analyser parce que pour moi, c'est une action collective en fait. Ouais. Et pour le coup, et en plus, ce qui est pas d'Atlanta, bon, le collectif, c'est particulier. Mais c'est surtout, enfin déjà, c'est un joueur, Horford, qui, comme je dis, d'entrée de jeu, il a tous les fondamentaux. Et pour ce qui est des box-out, tout ça, il était présent. Après, ça marche pas, ça dépend aussi des autres. Mais il y a déjà ce truc-là qui est pour moi, quand tu box-out 90% du temps, t'es un joueur positif en termes de rebond pour ton équipe. Horford a aussi de très longs bras. Alors, Horford a un profil physique intéressant, mais pas exceptionnel. C'est-à-dire qu'il est plutôt mobile, mais il n'est pas exceptionnellement rapide ni explosif. Il est juste bien mobile. Il n'est pas non plus très aérien. Il monte pas très très haut, mais il a des très longs bras. Enfin, non, il a des longs bras. Peut-être pas des très longs bras. C'est pas non plus par rapport à sa taille. C'est pas Draymond Green. Je crois qu'il est donc on a dit quoi? On a dit 2,6 m des pieds à la tête et 2,13 m, je crois, en envergure de bras. Ce qui est très bien. Il y a mieux, mais c'est très bien. Mais il saute pas très haut non plus. Donc il y a un peu ce côté... son physique est solide partout, est très bien partout, exceptionnel nulle part. Et quand j'ai dit ça, j'ai aussi un peu décrit le joueur qu'il était de manière générale. Et au rebond, moi je le trouve plutôt très bon avec ce côté les longs bras, le box-out, une bonne énergie. C'est pas Joakim Noah non plus, mais il y va, tout ça. Donc pour moi, c'est un rebondeur de bonne qualité. Au-delà même de la question de ses stats, que je pas trop regarder, parce que les stats de rebond, c'est toujours compliqué à analyser. Et j'ai pas non plus regardé comment était son équipe quand il sortait du terrain rebond. Je les ai sous les yeux là, c'est pour ça, mais... Vas-y, je te laisse enchaîner. C'est intéressant et je trouve que ça correspond bien au joueur qu'il était, c'est on-off au rebond. Parce que ces équipes ont toujours été meilleures, sauf une année, au rebond offensif quand il n'était pas sur le terrain. Et on ne parle pas il était autour de la moyenne entre 0, il a été du premier centile, donc le plus bas, entre le premier et le genre 20e centile, quasiment toute sa carrière en impact au rebond offensif sur le collectif. Donc c'est un joueur qui a toujours été, en tout cas les équipes d'Hallerford ont toujours été meilleures au rebond offensif quand il n'était pas sur le terrain. Alors, est-ce que c'est lui qui n'est pas un bon rebondeur offensif? Je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est un joueur déjà qui n'est pas très agressif de manière générale. Et je trouve que d'ailleurs, chacun de ses posters paraît tellement pas naturel. Le poster sur Giannis, il y a un poster sur Tim Duncan qui est énorme aussi quand il est à Atlanta. Un poster sur Solomon Hill aussi où il lui monte dessus des grosses claquettes. Et je trouve que ces quelques gros dunks sont tellement surprenants parce qu'ils dérogent tellement du joueur qu'il est. Et je pense que même comme c'est un intérieur qui jouait déjà assez tôt en périphérie et de plus en plus en périphérie, et bah souvent ses backups avaient un profil différent.
Et dans ses backups, par exemple, il y a eu Steven Adams, je pense, quand il était au KC. Il y a eu Luke Cornett quand il était à Boston. Il y a eu des mecs comme Zaza Pachulia quand il était à Atlanta. Donc, est-ce que en réalité, c'est un mauvais joueur de rebond offensif ? Je pense pas. Je pense que c'est plutôt que ça correspond pas trop à son style de jeu et que, du coup, de manière générale, ça a beaucoup plus correspondu au jeu aussi de ses backups, concrètement. Donc, pour le rebond offensif, je pense que le manque d'agressivité dans sa personnalité joue un peu. Je pense que c'est aussi du fait du rôle de ses remplaçants et même de lui sur le terrain, dans sa position. Il y a ça, je peux ajouter, je pense aussi, qu'on dit sa position sur le terrain, c'était souvent lui qui posait l'écran en tête de raquette pour les Joe Johnson, les Mike Bibby, les Jamal Crawford, tout ça. Et comme dit, hein, les Hawks, là, c'était pas l'attaque qui déroulait beaucoup de passes avant de tirer. Hein, donc, si tu faisais l'écran en haut, t'étais sûr de pas avoir le rebond. Et il était aussi un peu, avec semi-distance, qu'il a continué de mettre en place, qui est devenu... Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais pour moi, c'était correct sans plus, quoi. C'était utilisable comme arme. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, c'était un peu... La valve de décompression, c'était un peu lui, quoi. Celui qui créait un peu de spacing, mine de rien. Parce que le spacing venant d'un intérieur a beaucoup plus d'impact que venant d'un extérieur. Oui. Ça se sentait un peu qu'il avait un peu ce rôle-là de je m'écarte quand même un peu, même si c'est que à mes distances, parce que sinon Joe Johnson il va jamais réussir à aller au panier, il va faire que des flotteurs pourris et ça va me saouler. Après, c'est ce qui arrivait en playoff du coup quand les mecs s'ajustaient un peu, mais ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des saisons régulières entre bonnes et moyennes, mais que en playoff c'est quand même des équipes qui ont été souvent, entre guillemets, qui ont souvent sous-performé les équipes des Hawks, même avant celle de Budenholzer, finalement, quoi. Donc, et pour le rebond défensif, joueur à impact positif de manière générale sur ces équipes. Quand on regarde les on-off et quand on regarde le jeu aussi, c'est un joueur discipliné. Tu vois qu'il aurait passé sa carrière chez les Spurs, ça se serait très bien passé. Je trouve que c'est parfois un joueur qui a un peu ce truc presque militaire dans les décisions qu'il prend. Même son tir paraît très militaire finalement. La manière dont il repositionne ses pieds à chaque fois comme s'il se mettait au garde à vous et sa manière de tirer, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez discipliné dans tout ce qu'il fait. Et c'est pour ça que c'est un bon joueur de rebond défensif. Et un joueur de rebond offensif, entre guillemets... ça n'a jamais pu l'être parce que ça n'a jamais été dans le contexte qui lui allait, mais ça a été un pivot qui a très bien pu jouer malgré c'était peut-être un pivot un peu undersize, mais il avait les atouts physiques pour combler ce manque de taille finalement. Et c'est le rebond défensif, ça va aussi avec ce que Nico disait tout à l'heure sur les box out et tout. Oui. Donc je pense que c'était quelqu'un qui bénéficie, qui avait besoin aussi de quelqu'un d'à côté qui soit assez agressif à ce rebond, alors que lui le protégeait au final. J'aurais le regret infini de jamais avoir vu un NBA le duo Joakim Noah à Horford. Tellement. Surtout un peu avant que le 3 points prenne de la place, parce que c'était à l'époque où ça aurait été vraiment exceptionnel. Et pour les limiter un peu, tu parlais d'agressivité, Azad tout à l'heure, du coup j'ai ça fait de stats sous les yeux là. Un exemple de ça, c'est le rebond, les lancers francs, où il en tirait vraiment pas beaucoup par match. Et en fait, le problème d'Al Horford, c'est ce côté-là, bon partout, exceptionnel nulle part. Notamment en attaque, où un peu de poste bas, un peu de tir à distance, un peu de pick and roll sur la en runner ou en pop. En popper, je sais pas comment on dit. Mais rien qui te dit, qui te fait faire la différence, rien qui lui permet de faire levier, qui fasse suffisamment peur à l'équipe adverse pour vraiment la déstructurer un peu, l'obliger à forcer le truc, quoi. Donc c'est plutôt la solution en attaque, c'est vraiment la solution 2-3e que tu fais un peu par défaut ou parce que tu as un match-up très particulier, une situation particulière. Ouais. Mais pour moi, il y a quand même une chose dans son jeu où il a été, au fur et à mesure de sa carrière, il est devenu un peu transcendant et qui peut-être, tu vois, ce truc de bon partout et excellent nulle part, peut-être qu'au fur et à mesure des années, et ça correspondait beaucoup au jeu aussi, dans la défense de switch, et on en parlera peut-être un peu plus quand on fera la partie sur Boston, mais d'être devenu un pivot capable de switcher aussi bien, ça l'a rendu, entre guillemets, je pense, un petit peu plus transcendant, et son profil s'est finalement bonifié avec l'âge aussi, et ça c'est impressionnant. Mais du coup,
revenons-en peut-être à nos moutons. Nous sommes en 2012-2013, c'est ça, Vincent, en Géorgie. Et du coup, vous l'avez déjà évoqué, mais du coup, à cette période, c'est l'intersaison où Mike Budenholzer signe aux Hawks. Il vient des Spurs, il devait être assistant de Popovich à l'époque. Et c'est un peu à cette période qu'il y a un peu la deuxième carrière d'Al Horford qui va démarrer. Et je pense, en plus, il y a le fait qu'il y a un nouveau coach, et en plus, est-ce qu'on n'est pas sur aussi une mutation un peu de la NBA, et notamment défensivement, ce qu'on va demander au pivot, avec l'avènement des Warriors, du 3 points également. Et vas-y Azad, dis-moi l'évolution du Al sous Mike Budenholzer. Du coup, il y a un truc... Alors, la première saison de Budenholzer, elle n'est pas exceptionnelle. La première saison de Budenholzer, ou alors... la première saison où il coach, c'est du coup 2013-2014, c'est 38 victoires, 44 défaites. Et ensuite, c'est la saison 2014-2015 qui vraiment voit un petit peu exploser cette équipe parce que du coup, il gagne 60 victoires. Et du coup, dans le coaching staff, il y avait des noms qui sont devenus connus. Kenny Atkinson, qui est coach du coup aux Cavaliers. Darvin Ham, qui a été coach des Bucks. Non, qui a été coach des Lakers et maintenant qui est assistant chez les Bucks. Tyler Jenkins qui a coaché du coup pendant pas mal d'années Memphis Grizzlies. Et ensuite on a Charles Lee qui a été assistant de Joe Mazzulla et qui maintenant coach les Charlotte Hornets. Et du coup, c'est vrai que un petit peu dans le collectif, cette équipe elle a marqué les esprits parce qu'elle avait ce truc un petit peu de... c'est un peu le cliché du 5 majeur All-Star quoi. Dans le sens où il n'y avait peut-être pas de joueurs transcendants All-Star, mais ils ont envoyé 4 joueurs au All-Star Game avec Jeff Teague, Al Horford, Paul Millsap et Kyle Korver. Et du coup, le cinquième larron un petit peu de ce 5 majeur, c'était Demar Carroll. Et il y avait aussi sur le banc des joueurs qui avaient... En fait, qui pouvaient apporter un peu des choses différentes et qui avaient aussi des profils assez modernes avec Pero Antic qui deviendra connu avec... entre guillemets son tir à 3 points qui aura fait sortir Roy Hibbert de la raquette, Mike Muscala aussi qui avait un profil assez moderne finalement, et Mike Scott qui était un peu dans ses intérieurs qui shootait aussi. Et moi le souvenir que j'en ai, à l'époque je faisais pas de tactique du coup, j'étais un suiveur lambda, c'était d'avoir une équipe qui avait vraiment un petit peu modernisé le jeu. Et je sais pas si toi du coup Nico qui avait un peu plus peut-être les yeux sur la tactique à cette époque-là, c'est quelque chose qui était aussi... c'était très moderne, ou en réalité, c'était plutôt une équipe qui était en surchauffe et qui avait juste finalement surperformé. Non, déjà à l'époque, il y avait vraiment ce truc-là de... la tactique renforce cette équipe. Le coach est l'élément changeant qui fait cette équipe forte. Et surtout ce côté-là, d'une équipe de bons joueurs, avec un bon système, t'en fais une excellente équipe. Et avec tous les fantasmes que ça peut faire, que oui, mais si tu mets des joueurs encore plus forts dedans, est-ce que c'est pas encore mieux? La réalité est plus compliquée que ça. Mais il y avait vraiment ce côté, victoire du collectif sur l'individuel, 2, victoire du spacing, clairement. Et oui, ça peut gagner des matchs. Enfin, le 3 points, ça fait gagner des matchs, l'espace fait gagner des matchs. On peut jouer avec un pivot qui ne mesure pas 2m13, c'est pas si grave que ça. En plus, comme il shoot, c'est un peu cool. Et t'as effectivement parlé de Pero Antic, mais qui était vraiment pour moi, peut-être je fais une généralité, mais pour moi, ça a été un moment vraiment déclencheur d'avoir un pivot qui est juste un peu correct à 3 points, parce qu'il n'est pas si bon que ça, Pero Antic, qui est juste pour avoir l'esprit. Il a fait que 2 ans NBA, il arrive, il a déjà 30 ans. Je ne sais même plus dans quelles conditions il arrive, mais c'est vraiment pour avoir un role player pas cher. Et tiens, c'est rigolo, il tire un peu à 3 points, et surtout il n'a pas peur de les prendre, même en NBA. Donc vas-y. Et là, on se rend compte face à une autre armada de l'Est qui était les Pacers d'Indiana, avec pour le coup un pivot de 2m18, un espèce de mur, un mur devant le panier, tout simplement, et qui vraiment était le socle de la défense, de l'excellente défense des Pacers pendant plusieurs années. Et là, un no-name, un random press comme Pero Antic, juste parce que c'est un pivot qui peut un peu tirer à 3 points, avait complètement fait dérailler la série en faveur des Hawks.
Ça a éclairé les gens sur la force du tir 3 points. Ça, plus le fait de se dire, et ça, je pense qu'on peut le créditer à Horford, ce fait de se dire, mais en fait, on peut avoir un pivot un peu petit, un peu pas si costaud, parce que Horford est costaud, mais c'est pas non plus une barrique, quoi. C'est pas non plus. L'exemple qui vient, c'est Marcus Smart, qui est beaucoup plus costaud que sa taille, au point qu'il peut défendre des Kevin Durant, des trucs comme ça. Horford, il est pas spécialement enfin, il est costaud pour un poste 4, mais pour un pivot, il est pas. Il est juste correctement costaud. Et d'ailleurs, on parlait de Greg Oden en finale NCAA. Greg Oden l'a quand même un peu dominé sur l'aspect physique. Il fait 10 sur 15 au tir. Voilà. Dwight Howard, on parlait de série face à Orlando. Dwight Howard, le match que j'avais vu, c'était jamais Horford qui était sur Dwight Howard. On préférait mettre, alors, je sais plus si c'était Jason ou Jaron Collins. C'était même Josh Smith au début, quand il start. Hein. Ouais, voilà, donc des trucs un peu. On sait que Horford, face à des monstres, il peut pas. Mais à cette époque-là, déjà des monstres, il n'y en a pas tant que ça, il y en a un peu moins. Des monstres physiques, je parle. Mais en plus, au pire, oui, si tu vas sur un match, tu vas devoir donner plus de temps de jeu à Zaza Pachulia ou Collins. Ouais, mais le reste du temps, tu gagnes tellement. Donc je pense qu'Atlanta, l'air de rien, et notamment avec Horford, mais pas que, fait partie de ces équipes qui ont illustré, qui ont montré, illustré ou poursuivi la tendance qu'avait un peu ouverte Phoenix, et après, et en vrai qui a existé déjà encore un peu avant, mais qui a un peu creusé le truc. Et cette équipe-là d'Atlanta des 60 victoires a vraiment dit, mais en fait, des fois, ouais, quand t'as un super système, le niveau des joueurs, regardez à quel point ça l'augmente, quoi. Et pareil, le jeu sans ballon de Kyle Korver qui a joué aussi un peu ce truc-là de ah oui, mais en fait, les shooters qui courent, c'est cool aussi, quoi. Donc il y a vraiment cette équipe-là qui est une illustration, comment dire, effective, dans le sens où ça a marché. C'est pas juste oui, c'est un gadget, votre truc. Non, ça a gagné des matchs. Et je pense que c'est pas que ça a ouvert les yeux, mais ça a vraiment conforté, éclairé, illustré de façon très très évidente et forte. Et même ça a donné un petit peu le goût du fantasme, un peu. Ce truc-là de se dire, mais imaginez avec des joueurs encore plus forts, quoi. Ouais. Qui a vraiment participé à faire que le reste de la NBA a suivi, quoi. Ouais, et ce qui est marrant, en plus, je trouve un peu dans le déroulement de l'histoire de Budenholzer, c'est que cette première saison un peu ratée où il gagne que 38 matchs, du coup, c'est cette année-là qu'il joue contre les Pacers et du coup, Pero Antic fait sortir Roy Hibbert. Et au final, la série, ils la perdent, mais parce que du coup, il y a l'écart de talent. Et en fait, ils perdent en 7, mais au premier tour, contre une équipe qui avait gagné 56 matchs. Donc, s'ils poussent Indiana quand même peut-être plus qu'attendu. Et c'est l'année d'après où du coup, ils confirment un petit peu qu'il y avait une vraie approche collective et tactique qui était intéressante chez eux. Et je pense que pas mal des joueurs, Jeff Teague fait peut-être sa meilleure saison en carrière aussi. Je pense que Demar DeCarroll aussi. Kyle Korver a jamais été aussi mis en avant dans son rôle de shooter. Et Millsap et Horford sont aussi deux joueurs beaucoup plus complémentaires que l'a été Al Horford et Josh Smith. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu regarder un truc, c'était les on-off et les wowie de Paul Millsap et Al Horford pour voir comment fonctionnaient un petit peu les Hawks avec Al Horford et Paul Millsap, avec que l'un des deux et sans les deux. Et les net ratings ne bougent pas. Que ce soit Al Horford tout seul, que ce soit Paul Millsap tout seul ou que ce soit les deux en même temps, t'es entre plus 4,3 et plus 5 de net rating, quoi. Ça bouge pas beaucoup. Et c'est vrai qu'ils avaient un peu ce truc-là. Mais je trouve que cette équipe des Hawks, finalement, cette équipe des Hawks 2014-2015 correspond bien aussi à Al Horford. Bonne partout, mais peut-être pas excellente pour vraiment passer le step au-dessus, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que Paul Millsap est finalement un joueur qui est assez proche de Horford en termes de niveau de jeu, mais aussi en termes de profil, ce côté un peu bon partout, expérimenté nulle part. Et en général, on n'aime pas trop la redondance en NBA sur le terrain, et c'est normal. Là, en l'occurrence, c'est une redondance qui fonctionne parce que justement, c'est une redondance basée, c'est de la polyvalence en fait. Les deux joueurs sont complets. Du coup, en l'occurrence, même si c'est pas parfait non plus, c'est pas optimisé, mais ça fonctionne quand même parce que justement, ce sont des joueurs qui peuvent un peu tout faire. Donc, quand l'un fait l'autre fait, et qui sont intelligents.
Donc en fait, les deux joueurs peuvent sortir de leur sac à outils l'élément qui a besoin par rapport à l'autre selon ce qui se passe sur le terrain, quoi. Ouais, et c'est le meilleur passage en carrière de Paul Millsap, finalement, ce sera à Atlanta. Et de ses 28 à 31 ans, il finit All-Star sur les 4 années où il est à Atlanta. Et il aura eu aussi une longue carrière, mais ce passage-là, ils auront réussi à être compétitifs. Et finalement, d'avoir ces deux intérieurs-là, qui étaient deux intérieurs plutôt ailiers, qui étaient parfois des pivots malgré eux, et bah, ces deux pivots malgré eux étaient finalement, bah, comme tu as dit, peut-être redondants, mais a été assez complémentaire. Ce qui est marrant, c'est que Paul Millsap, pour le coup, il ressemble beaucoup à Horford en termes de profil de jeu, et par contre, il a été pris 47e dans sa draft, quoi. Il a été drafté une année avant Horford. Donc en plus, ils ont un peu la même temporalité, même si Horford a réussi à durer peut-être plus longtemps dans la ligue, alors que Monsieur Paul Millsap avait commencé à prendre des 3 points avant Al Horford. Ouais, bah, Millsap, lui, il a presque dû jouer poste 3 à un moment donné. Ouais. À l'époque d'Utah, parce que aussi, en termes de construction d'équipe, des fois, c'est un peu de l'improvisation. Oui. Et donc c'est marrant, Al Horford, lui, a toujours été plutôt basculé vers le poste 5, alors Millsap a plutôt été basculé vers le poste 3. Donc c'est des joueurs qui ont dû tester des trucs, quoi, qui ont dû visualiser des façons de jouer un peu différentes que celles à laquelle ils étaient habitués. Et bon, et après, ce sera un autre podcast intéressant, ce côté de parcours pour finir par un profil assez similaire. Est-ce que si tu mets Millsap à Florida à la place d'Horford, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt la construction que Millsap? Est-ce qu'ils arrivent à la même destination mais avec des chemins différents? Et c'est parce que les chemins sont différents que Millsap est arrivé là ou pas, quoi. Ce serait des choses assez intéressantes à dire sur qu'est-ce que les joueurs contrôlent et ne contrôlent pas, quoi. Ouais, et puis qu'est-ce qui est du fait du hasard, quoi. Ouais, c'est ça, tout simplement, genre à quel point ils sont en maîtrise, mais c'est aussi intéressant de voir qu'en final, sur ces deux périodes un peu compétitives ou d'Atlanta qui sont un peu différentes, Al Horford est présente sur les deux. Il joue à côté d'un intérieur qui a parfois un intérieur un peu à compromis, mais avec des profils un peu spéciaux. Et il est jamais vraiment non plus la star de l'équipe. J'ai l'impression que quand c'est Paul Millsap qui est là, c'est plutôt Paul Millsap qui, tu vois, qui récupère un petit peu les lauriers de tout ça, et lui est un petit peu à côté. Josh Smith, au final, c'est lui qui va plus faire les candidats défenseurs de l'année et toutes ces choses-là. Mais Al Horford, et c'est un peu le socle qui ne bouge pas, et finalement qui finira par bouger en 2016 pour aller à Boston. Qu'est-ce qu'on a fait le tour d'Atlanta, Vincent, ou est-ce que ma transition était bien amenée? C'est pas mal, passe en profondeur, j'aime bien. Ce que j'aime bien dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, tu dis à chaque fois qu'il a joué à côté d'un autre intérieur, c'est pas lui qui a eu les lauriers, entre guillemets, mais en tout cas, sa polyvalence a fait qu'il a pu jouer à côté de tous les intérieurs. Et à l'été 2016, il a 30 ans, il signe à Boston en free agency pour 113 millions de dollars sur 4 ans. En 3+1 avec une année en option, une player option, et on va voir sur toute sa deuxième partie de carrière quasiment. Il a 30 ans, mais il a joué tellement longtemps qu'on est qu'à la fin de sa première partie, que cette polyvalence là va le suivre, et il va pouvoir l'importer jusqu'à quasiment 40 ans, parce que sur les 2 dernières saisons il joue encore avec des intérieurs de divers profils, avec toujours des résultats super intéressant. Donc effectivement, à l'été 2016, Danny Ainge et Brad Stevens, enfin surtout Danny Ainge, le signent. Azad, tu peux me rappeler de qui on sort à Boston comme intérieur pivot ces dernières années? Il y a du Zeller, il y a du Sullinger, du Brandon Bass. C'est pas la joie. C'est pas la joie. C'est pas terrible. On peut se faire une revue d'effectifs, si tu veux, de l'année précédente, parce que, et encore, l'année précédente est pas trop mal. C'est-à-dire qu'on a eu pire, entre guillemets, c'est l'année encore d'avant qui est vraiment catastrophique, mais dans les intérieurs, du coup, qui va venir un petit peu remplacer, ou en tout cas suppléer, il y avait Tyler Zeller, Jared Sullinger, Jordan Mickey, qui a pas vraiment une carrière, Kelly Olynyk, Amir Johnson et David Lee. D'accord. Et donc, il va venir s'insérer là-dedans, mais Boston sort d'une période un peu faste, où ils ont enchaîné entre guillemets des saisons un petit peu moyennes. Il y a eu le départ de
Pierce, Garnett et du coup Ray Allen qui était parti l'année avant, puis le transfert de Rondo. Mais finalement, ils ont été sauvés parce qu'ils ont drafté l'élu, Marcus Smart, élu de mon cœur en tout cas. Et finalement, ça les a mis sur les bonnes rails. Je comprenais pas où t'allais. Ça les a mis sur les bonnes rails. Et ensuite, il y a le trade du coup pour récupérer Isaiah Thomas en 2014-2015. Et 2015-2016, saison complète avec Isaiah Thomas et Brad Stevens qui leur permet d'aller décrocher un spot pour les playoffs. Et ils vont jouer contre les Hawks. Et finalement, après cette série contre les Hawks qu'ils perdent 4-2, alors Ford rejoindra l'équipe qui l'a battu. Et pour du coup former un duo de folie avec Isaiah Thomas. Et c'était tu vois, il y avait l'aspect vraiment très peu moderne de Al Horford dans le basket à Atlanta. Alors que là, Brad Stevens en a fait l'intérieur moderne que moi j'ai adoré regarder et ils ont été hyper bons en plus dans l'adaptation de où est-ce qu'on pose les écrans, quels angles. Il y a eu énormément de... Peut-être que là je vais un peu trop dans la tactique, mais juste pour... En fait le but c'était d'arriver à libérer Isaiah Thomas. Et Isaiah Thomas sur cette saison, il fait une saison à 34% d'usage rate. Donc c'est le plus gros usage rate de l'histoire des Celtics. Et il fait ça avec un true shooting plus de 113. Donc 13% plus efficace que la moyenne de la ligue. C'est la saison au scoring. C'est la meilleure saison au scoring de l'histoire de la franchise des Celtics. Larry Bird a fait aussi efficace, mais n'a pas fait sur autant de volume. Pierce a fait moins efficace avec moins de volume. Même Irving l'année d'après fera pas aussi bien. Et cette explosion offensive, elle est permise parce que Al Horford est le copilote parfait d'action d'Isaiah Thomas, dans le sens où c'est un intérieur qui maintenant shoot à 3 points. Donc il en prend 3,6 par match et il les rentre à 36%. Donc c'est assez pour étirer le jeu. Et Boston joue dans un espèce de 5 out avec Avery Bradley, Joe Crowder, Al Horford et parfois Amir Johnson qui lui est plus un intérieur un petit peu encore un peu à l'ancienne, mais qui prend son petit lot de 3 points et un petit peu de mi-distance. Et le vrai intérieur finalement c'est Al Horford qui se retrouve encore à jouer à côté d'un 4 qui est toujours pas à côté d'un pivot. Et ils mettent énormément en place des actions, des zoom action où on a souvent 2 écrans consécutifs où du coup en fait Isaiah Thomas va pouvoir profiter de sa vitesse supersonique pour courir sans le ballon, utiliser un premier écran, puis venir jouer le hand-off avec Horford, qui pouvait décider finalement de lui passer au moment où il venait avec lui, ou alors de le laisser couper un peu plus au cercle pour lui donner de la vitesse. Et en fait, ce duo-là en attaque a été tout simplement parfait, entre guillemets, pour tirer les Celtics vers le haut. Et alors Horford finit la saison avec 5 passes décisives par match. Je ne sais pas si c'est son carrière high, mais ça montre aussi un petit peu la plaque tournante qu'il était dans cette attaque des Celtics. Et en plus, du coup, il permet de tenir du mieux possible la défense, parce que la défense des Celtics avec Isaiah Thomas sur le terrain, c'était un petit peu problématique. Le defensive rating des Celtics, il passe de 112 à 104 une fois que Isaiah Thomas sort. Vraiment pour dire à quel point il y avait des choses entre guillemets à colmater quand il était là. Mais alors Ford permet de le faire. Et finalement, cette équipe des Celtics de 2016-2017 ira jusqu'en finale de conférence. Après avoir battu justement du coup les Bulls au premier tour, où au début ils ont eu pas mal de mal et ils ont réussi à s'adapter en faisant des écrans beaucoup plus hauts et en arrivant à beaucoup plus attaquer aussi finalement le switch. Et pareil contre ces Wizards du coup qui battront au Game 7 avec un match de folie de Kelly Olynyk. Et Al Horford est une partie hyper importante de tous ces playoffs là, et il sera d'autant plus important dans les playoffs suivantes, 2017-2018, qui sont peut-être là où il a été le plus... en tout cas, moi, où j'ai été peut-être le plus marqué par Al Horford, de manière individuelle, ça a été peut-être cette année 2017-2018, notamment durant les playoffs. Mais je sais pas si, Nico, toi, tu as un truc un petit peu à ajouter sur cette arrivée à Boston et comment toi, tu l'avais perçu. De mémoire, déjà, c'était
donc Horford venait de faire cette année-là où il a commencé à sa dernière année à Atlanta, où il a tiré à 3 points, où on se dit Ouais, exactement. c'est bien. Et du coup, il y a un peu ce fantasme, encore une fois, qui se crée de ah, mais attends, jusqu'à présent, là, on était déjà sur comment dire, la vague des intérieurs enfin, déjà du poste 4 qui tire vraiment à 3 points et pas à mi-distance. Il y a eu l'époque du stretch fort, mais stretch dans le sens où mi-distance ça nous suffisait. Finalement, non, on est passé à mettre des 3 en poste 4 pour avoir vraiment du tir à 3 points. Et puis on s'est dit oui, mais pour le poste de pivot, et là on revient sur Perantic, tout ça, ça peut être cool aussi. Mais on avait toujours ce problème-là, ce dilemme de mais oui, mais si ton pivot s'il est bon à 3 points, normalement c'est pas un bon pivot défensif ou c'est pas un bon pivot rebond ou voilà, où tu vas perdre des trucs ailleurs. Horford, qui a vraiment cette image de vrai intérieur, qui prend des rebonds, qui défend, tout ça, qui peut même tenir au poste bas des joueurs, même si, comme on l'a dit, c'est pas lui qui va éteindre un gros pivot poste bas, c'est pas lui qui va éteindre un Joel Embiid, mais il peut faire du boulot. Mais là, en plus, voilà, ce vrai intérieur qui tire à 3 points. Donc on avait un peu les deux mondes qui seraient... Enfin, le dilemme n'existait plus avec lui. Et c'est pour ça, quand il a signé à Boston, que Atlanta, qui préfère signer Dwight Howard après son échec à Houston, plutôt que le garder lui, nous, on est déjà sur le côté... Enfin, nous, je me permets, mais quand on parlait déjà avec les codes des parquets, tout ça, on avait un peu déjà, on avait forcément un peu notre vision des choses, et nous on était déjà dans le côté de, bah oui, c'est cool d'avoir un pivot façon Dwight Howard, mais le Dwight Howard en question, il est un peu moins fringant maintenant, et là, la nouveauté, le nouveau, c'est plutôt du à Horford, quoi. Quand même, il a un âge, il est plus jeune là, mais ce côté vrai intérieur, qui a un vrai shoot à 3 points, du moins un vrai, juste assez pour créer du spacing, c'était le wow ultime, c'était la clé stratégique qu'on voulait tous avoir. Et là, c'est Boston qui le prend. Un Boston en plus qu'on a toujours un peu gardé à l'œil depuis l'époque du titre, depuis l'époque du Big Tree avec Kevin Garnett et tout, parce qu'il y avait quand même une forme d'académie de jeu, on va dire, de partage du ballon, de trucs comme ça, et de vraies comment dire, de vraies rigueur tactique, même si elle n'était pas très bonne, mais au moins elle était bien exécutée, que des trucs comme ça. Et du coup là il y a un peu cette idée là de mais en plus on ajoute un élément clé stratégique dans cette équipe là de Boston, qui a une espèce de culture comme ça, mais ouais, mais on demande à voir, quoi. Ça peut être vraiment cool, et dans les faits c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Et moi, ce qui m'a marqué, là on a parlé du tir à 3 points qui, pour un intérieur qui est un peu qui déverrouille beaucoup de choses. Tu l'as dit, Azad, à partir du moment où Isaiah Thomas s'en va, toutes les années que Horford fait avec Boston sont des années où cette équipe est élite défensivement. Et je me demande si c'est pas cette période-là, ces 3 années-là, où il devient, on va dire, l'intérieur non superstar le plus intéressant et le plus pluggable dans n'importe quel match de playoff, en fait, de par sa polyvalence défensive, parce qu'il peut à peu près tout assumer comme style de coverage, et en plus avec Brad Stevens à la baguette, ça a fait quand même des miracles, et on s'est régalé de séries. Tu parlais de 2017-2018, donc c'est l'année avec les blessures où les jeunes vont en finale de conférence contre le Cleveland. À Horford et les jeunes. Voilà, à Horford et les gamins. Ouais. Et qui amène LeBron James et les Cavs en 7 matchs. Et ces années-là, donc post-Isaiah Thomas, Boston est top 3 défense de l'NBA. Même, elle doit être la meilleure défense de l'NBA en 2017-2018. Peut-être que si tu prends en compte les playoffs, je pense que si tu prends en compte l'adaptabilité en playoffs, tu as peut-être la meilleure défense finalement, de par les schémas de Brad Stevens, et de par aussi le fait que tu avais des joueurs qui étaient très bons défensivement, et en plus tu avais la profondeur, parce que tu vois, il y a les playoffs d'Aaron Baines, elles sont intéressantes aussi. Bon, on parle d'Aaron Baines, donc oui, là c'est vraiment, là on digresse, hein. Mais Aaron Baines contre Joel Embiid est hyper intéressant, et c'était cool d'ailleurs de voir Al Horford
jouer aussi à côté d'un autre grand finalement sur certaines périodes. Et il y a les prises d'armes avec Joel Embiid et Al Horford et Giannis Antetokounmpo. Finalement sur cette saison-là, à la fin de la saison, les équipes voulaient perdre pour pouvoir tomber contre Boston qui avait perdu Kyrie Irving et Gordon Hayward. Et finalement, ils gagnent en 7 contre Milwaukee, ils gagnent en 5 contre des Sixers qui étaient une bien meilleure équipe, qui avait un bien meilleur effectif, mais qui a perdu 4 matchs, donc ils ont été éliminés. Et cette série contre Cleveland qui était... qui m'a tué, mais qui va en 7 aussi avec un LeBron James super-héros, avec une équipe qui était un peu dénuée de talent, mais qui pouvait tirer à 3 points, et ça a été des superbes saisons. Et il y a l'année d'après, où en 2018-2019, ça sweep les Pacers, et ensuite ça perd contre les Bucks, alors qu'il y a un premier match justement d'Al Horford contre Giannis qui est absolument ouf. Le premier match, je sais pas si je peux retrouver les stats en vitesse, mais je me rappelle d'un premier match où Al Horford, il contre 3 fois Giannis, il fait un gros double-double, 20 points, 11 rebonds, et il y a vraiment ce sentiment que Boston a l'outil entre guillemets pour battre les Bucks une fois de plus. Puis finalement, la série tourne un peu bizarrement. J'ai des souvenirs un peu flous, et j'ai aussi des souvenirs pas mal de retours sur l'arbitrage qui aurait pas forcément aidé. Et puis ensuite, l'été 2019, qu'est-ce qui se passe, Vincent? Mais il s'en va. Mais oui. Donc du coup, La tristesse. ah mais non, mais t'as vu, ouais. c'est un podcast moi, hommage. T'as vu, je mets beaucoup d'émotions dans mes interventions. Mon cœur s'est brisé à l'instant, vous l'avez pas entendu, mais c'est brisé. Donc en fait il doit du coup il reste que 3 ans. Son premier passage à Boston c'est 3 ans, donc le fameux 3+1 il a dû décliner sa player option. Je ne me rappelle plus si il était sorti que Daniel lui avait proposé une extension, une prolongation de contrat, mais en tout cas lui il sort de son contrat et il va signer un gros deal avec les Philadelphia Sixers, vu qu'il a embêté Joel Embiid sur plusieurs séries de playoffs. Et Elton Brand, je crois que c'était Elton Brand, je dis peut-être une bêtise, décide, au lieu, pour plus avoir d'Horford qui défend sur Embiid, de recruter Horford directement sur un gros contrat. Je n'arrive plus à me relire, je ne sais plus où c'est, mais il était costaud, il était 97 millions de dollars sur 4 ans, avec des bonus si jamais il était champion, mais ça n'arrivera pas. C'est wink, les Sixers. Donc 97 millions de dollars sur 4 ans, à l'époque il doit avoir 33-34 ans déjà, hein. L'ami Horford, et on est loin d'être persuadé qu'il va très bien vieillir. Je sais pas si vous avez envie de parler de cette année à Philly, où il a été... Donc en fait lui il vient, ils ont perdu Jimmy Butler dans l'intersaison, et la saison collectivement se passe pas bien. J'ai eu l'impression de l'extérieur que Al Horford était un peu pointé du doigt comme un des responsables, alors que finalement j'ai quand même eu l'impression qu'il a fait sa saison malgré tout, même s'il était beaucoup moins bien optimisé qu'à Boston. Et donc du coup, à la fin de cette année-là, il va être directement dumpé à OKC, il sera envoyé à OKC à l'intersaison. Est-ce que Nico, tu as un souvenir de cette saison de Philly avec donc le Embiid, Horford, il devait y avoir du Ben Simmons dans les parages également, voire même du Markelle Fultz encore qui était là, où ils avaient abandonné le projet, je ne sais plus. Mais voilà, donc finalement il a été un peu... c'est un peu lui qui a fait le fusible très tôt, alors que je pense qu'il y avait quand même moyen de faire mieux. Moi, je me souviens quand mes collègues et moi de l'écho de Parquet, on était très fâchés contre Elton Brand. On l'est toujours d'ailleurs. Clairement, un GM pas au haut niveau, qui a encore une vision des choses très très à l'ancienne. Cela dit, c'est la première fois que Al Horford pouvait enfin jouer poste 4. Sauf que à l'âge qu'il avait maintenant, avec quand même une forme de perte de mobilité, c'était pas le bon moment. Donc c'était... Alors, pour moi, c'était vraiment ce côté l'erreur d'effectif. Même Horford, j'avais été un peu surpris qu'ils prennent cette offre. Alors après, t'as un gros contrat, t'as 32, 33 ans, t'as ce gros contrat-là. Il y a en plus, effectivement, Boston, c'était pas très clair s'ils voulaient le garder ou pas. Donc, je sais pas s'ils pouvaient d'ailleurs. Je sais pas s'il n'y a pas une histoire aussi ça commençait à être un peu compliqué au niveau des finances, mais finalement, ils sont allés chercher Kemba Walker en free agent. Je sais plus exactement. Ils perdent Irving aussi.
Ils avaient perdu Irving En fait, aussi. C'est oui, vrai et que cette intersaison. Il y a un double sign and trade, Rosier, Kemba Walker, enfin c'était assez Ah oui, c'est délicat, ça. c'était assez délicat et je pense que l'année s'était pas très bien passée et lui Oui. je sais pas s'il faisait partie plus d'un clan que d'un autre, Oui, qu'il y parce avait que plus oui, c'est clairement vrai deux que clans. c'était la. Lui c'est jamais sorti, mais ça reste très Horford tout ça finalement, que on sait pas trop ce qu'il en a été. Lui il a toujours été irréprochable en tout cas sur le terrain et même en dehors au niveau des trucs. Par contre c'est vrai que ça a un peu dégoupillé, bah, il a vite pris la tangente. Ouais, puis là, à Philadelphie, donc Horford, bon, déjà, le mettre enfin, dans une équipe où, avec Embiid, qui n'est pas un shooter exceptionnel et qui, de toute façon, son jeu il est plutôt proche du panier, Ben Simmons est encore dans les papiers, il fait encore des choses intéressantes en plus. Je me demande même si c'est pas. Enfin, on croit encore beaucoup en lui, mais l'ennui, c'est qu'en termes de profil de jeu, il a toujours encore moins de shoot que moi. Du coup, avoir sur le terrain un Embiid et Simmons, il te faut il te faut au moins 3 gros shooters quoi. Et ok, on n'arrête pas de dire qu'Horford, mais c'est la crème c'est la crème des pivots qui peut shooter, mais plus dans le sens où c'est un défenseur incroyable, mais qui en plus peut shooter. Mais là, si tu le mets dans une équipe où c'est quasiment le meilleur shooter de l'équipe, parce que Tobias Harris n'est pas non plus exceptionnel. En shoot à longue distance, du coup il n'y a aucun spacing et puis Horford a quand même perdu de la mobilité par rapport au début de sa carrière et au moins en pivot et notamment on parlait un peu de l'évolution du jeu qui allait aussi vers en attaque vers le 3 points, tout ça, mais il y a aussi le côté défensif où la défense sans le ballon, c'est-à-dire plutôt les rotations, le fait que ce soit les 5 joueurs qui défendent les 5 joueurs, qu'importe qui prend qui, mais que c'est dans le mouvement et on rattrape les espaces quoi qu'il arrive. T'as souvent utilisé le mot colmaté qui décrit bien ce qu'on attend des défenseurs aujourd'hui et plus encore des défenseurs intérieurs, et que Horford c'est très bien et que voilà, il y a vraiment ce côté je suis au centre du jeu en défense et je m'occupe de toutes les fuites. Bah ça, poste de pivot, c'est plus facile que poste 4, et surtout, c'est poste de pivot, t'as le côté presque, tu défends personne presque, tu défends les 5 joueurs d'un coup, tu défends en fait la raquette, là où quand tu es sur les autres postes, tu fais un peu plus ton défenseur et tu viens donner des coups de main. Du coup, là, quand Horford passe sur... Alors, je caricature un peu, bien évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, mais juste pour faire une image. Mais là, Horford était moins au centre du jeu, c'était plutôt Embiid, et qui en plus est un exceptionnel protecteur de cercle. Donc là, on retombe sur un côté redondance, un peu, ce côté de la force à un endroit. Alors en vrai, je suis plutôt de la team, t'as jamais pas assez de protection de la raquette, mais tu peux aussi, si tu perds en vitesse de déplacement à l'extérieur, ce qui était le cas avec ce côté de Philadelphie, avec un Horford qui n'a pas la mobilité dans le temps, et qui peut faire ses rapides déplacements, mais sur des courtes distances, on va dire, pour être assez vif, et surtout beaucoup sur l'anticipation. Quand on est sur la ligne à 3 points, c'est très compliqué de faire ça. Du coup, il y a aussi ce côté structurel qui ne marchait pas, et quand ça ne marche pas, c'est désagréable pour tout le monde. Pour les joueurs qui sont, parce que le problème du spacing, du manque de spacing en attaque, et d'une défense qui n'arrive pas, qui subit des décalages malgré tout. Ça devient l'échec. On est tout le temps dans l'échec en fait. En attaque ou en défense, c'est toujours dur et compliqué. Il y a toujours des ratés. Du coup, oui, ça a duré qu'un an. Je crois que Horford lui était pas mécontent d'être transféré. Je pense que c'est bien que Philadelphie ait réagi tout de suite. Alors je pense qu'ils ont dû lâcher du premier tour de draft, des trucs comme ça. C'est bien qu'ils réagissent vite. Mais c'était une erreur qui était prévisible. Dès le début, il fallait pas la faire, quoi. Pour la petite histoire, je crois bien que le pic de premier tour qu'ils avaient lâché, c'est celui qu'ils ont réussi à sauver cette année, qui était protégé top 6 ou top 8, qui sinon partait au OKC, c'était celui-ci en fait, c'était celui de cette année. Donc c'était un très haut placé du coup, ça s'en sortait pas si mal. C'était pas prévu a priori, mais c'était lointain. Donc effectivement, à la suite de cette année, donc il est envoyé à l'intersaison à OKC, et à OKC il va jouer 28 matchs. Dans mes souvenirs, moi, on disait que quand il jouait, il les rendait trop bons pour tanker correctement. Oui. Parce que c'était vraiment l'année où il fallait pas gagner pour OKC. C'est ce qui leur permet d'avoir Chet Holmgren, je dis une bêtise ou pas, à la fin de cette année à OKC. Parce que pour moi, c'est la vraie année de tanking d'OKC où il faut pas gagner. Donc finalement, du coup, il va jouer très peu de minutes. Il va se
se régénérer un petit peu. Et donc, là, je suis tout content. À l'intersaison suivante, en 2021, on a Brad Stevens qui est nommé à la place de Danny Ainge General Manager. Et son premier move, c'est qu'il dump Kemba Walker à OKC pour faire revenir Papi Horford. On va envoyer un pick de draft aussi. Donc, OKC, avec 2 moves impliquant Horford, récupère des picks. Et on constate que ça leur est toujours bien utile aujourd'hui. Du coup, Horford revient à Boston. Et donc pour la saison 2021-2022, qui va être marquée, que je trouve assez marquante, c'est celle où Boston en 2022 va aller en finale NBA. Et à partir de décembre-janvier, Ime Udoka, le coach, met en place la double big line-up. Azad, je vais te lancer dessus parce qu'elle a été marquante celle-ci. Quand je rebossais, je dis mais c'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Et la polyvalence qu'on parle depuis le tout début du podcast d'Al Horford va lui permettre à 36 ans de former une raquette assez presque historique. En tout cas les ratings ont été historiques avec Robert Williams et c'était assez génial. Ouais, le mot génial correspond bien. Finalement, il existait le pivot qu'on pouvait mettre à côté de Robert Williams, à côté d'Al Horford. Il était là depuis le début. Juste pour donner les ratings, parce qu'ils sont quand même à mourir de rire. Sur 900 possessions d'après Cleaning the Glass, ils ont un net rating de plus 24 sur cette année-là, avec le 5 majeur Smart, Brown, Tatum, Horford, Robert Williams. Voilà, plus 24 points par 100 possessions. Et la défense devait pas être vilaine. 96e centile, 95 points encaissés par 100 possessions. Donc voilà, ça classe un petit peu la saison. La saison en fait qui est pour moi, c'est souvent il y a un passage qui est peu discuté, les gens parlent de la série de défaites et tout. Pour moi le gros changement vient quand même pas mal du fait aussi que Dennis Schroeder a été échangé quoi. Parce qu'en fait le gros plus de cette line-up avec Smart, Brown, Tatum, Horford et Robert Williams, c'est qu'Ime Udoka a pu mettre en place ce qu'il voulait mettre en place depuis le début. C'est un switch all à part du coup sur Robert Williams. En gros, il y avait, pour présenter la défense en vitesse, parce qu'on l'a déjà fait plein de fois, mais Robert Williams avait pour but de rester le plus proche possible du panier. Donc c'est-à-dire que si le joueur sur lequel il défendait allait poser un écran, il fallait que lui reste proche du panier et qu'un autre joueur vienne récupérer son marquage pour, entre guillemets, faire la protection de l'écran qui était posé à sa place. Et donc le but, c'était toujours d'avoir Robert Williams qui défendait un non-shooter, mais souvent ces non-shooters-là se mettaient à poser les écrans, donc il fallait switcher sans le ballon pour en tout cas toujours garder Robert Williams dans le rôle du gardien de but, finalement, du gardien de cercle. Et pour ça, il faut des joueurs capables de switcher et de tenir, entre guillemets, le plus large potentiel de match-up. Et c'est là où des profils, on t'a mentionné... Nico, Marcus Smart un petit peu dans l'équivalent des Al Horford chez les intérieurs qui peut défendre plus grand entre guillemets, et bah avec Smart, Brown, Tatum et Horford, ils ont eu ces 4 joueurs de switch magnifiques et en plus de ça, ils ont viré Schroeder et ils ont réussi à récupérer aussi Derrick White qui venait ajouter entre guillemets tout ce qu'il fallait un petit peu à ça et à offrir aussi une alternative à Smart avec à l'époque pas encore beaucoup plus de tirs mais un jeu quand même un petit peu différent. Et en fait, la saison va totalement basculer. Et en plus de ça, Al Horford participe aussi au développement de Grant Williams, que je trouvais était un backup formidable à Al Horford. Et j'aimais beaucoup aussi la raquette Robert Williams, Grant Williams. Et cette année-là, je pense que ces playoffs-là sont mon meilleur souvenir de suiveur de basket. Oui, monsieur, on est deux. Et je pense que j'ai rarement autant eu le cœur brisé qu'au match 4. Et et c'est cette équipe, c'est l'équipe que j'aurai dans mon petit cœur pour longtemps. Et Al Horford est le fier représentant de tout ça. Et je trouve que c'est beaucoup aussi des joueurs qui ont toujours beaucoup regardé Al Horford comme un exemple, et j'ai l'impression que son retour au final a fait du bien autant à Al Horford qu'il a fait du bien aux Celtics, et c'est marrant comme ce mariage opère bien, et cette année-là ce sera pas l'année qui permettra d'aller au bout. Ils vont passer proche en 2022, ils vont passer proche en 2023, où 2023 Boston passe à
à une cheville de Tatum de réussir l'impossible de revenir d'une série qu'il perdait 3-0. Et puis 2023 viendra briser mon cœur une deuxième fois avec le départ de Marcus Smart. Et il est tellement triste ce podcast finalement. Finalement. Ça n'a rien à voir avec Horford, le trade de Smart, Lazare. mais si, parce que Porzingis. Parce que la raquette Porzingis, c'est parce que c'est tous ces... on arrive à l'année 2023-2024, quoi. Qui arrive enfin pour être un peu la consécration de la carrière d'Al Horford. Et peut-être que tu peux un peu nous introduire ces 2 dernières saisons-là. Déjà, Nico, je voulais savoir, cette double big line-up là, de 2022, toi, t'en as des souvenirs? T'avais trouvé ça marquant, même au niveau des schémas et tout? C'était du déjà vu ou c'était quand même quelque chose d'assez nouveau, ce rôle de roamer de Robert Williams, avec ces qualités-là en plus? Ouais, alors moi, je me suis un peu arrêté de suivre la NBA juste après le confinement, donc ça, je l'ai vu que de très 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 loin. Après, par rapport à ce que j'ai à l'esprit sur le passé, donc je ne saurais pas trop. J'ai écouté religieusement ce qu'a dit Azad et j'ai bien cerné l'idée générale. Donc je peux dire des choses par rapport au passé, mais ça va être. Comment dire, la façon de disposer des joueurs sur le terrain, c'est une chose. La façon de les mettre en œuvre, l'exécution, ou dans quel schéma les mettre, c'en est une autre. Jouer avec 2 gros intérieurs, bon, ça a été toutes les années 90. Il y a même eu l'idée de jouer avec 2 pivots, et puis il y a même eu San Antonio qui... Pareil, on n'arrête pas de parler dans ce podcast de draft un peu bizarre, et où on prend des joueurs alors qu'on a déjà les joueurs sur le même poste ou des trucs comme ça. Quand San Antonio fait ça avec Tim Duncan alors qu'ils ont David Robinson, ça a très très bien marché. Donc quoi, il y a quand même des choses de possibles. Donc en fait, il y a quand même toujours... Enfin, il y a toujours eu cette idée, ce fantasme d'avoir 2 super intérieurs... de talent mais aussi en termes de taille et de puissance, des vrais pivots. D'avoir cette idée là un peu bizarre, enfin un peu, comment dire, qui relève un peu du rêve, d'avoir ce pivot dominant, mais et si on en a 2, pourquoi pas, est-ce que ça multiplierait pas par 2 le plaisir, si je puis dire? Il y a un peu le même délire avec les porteurs de balles et les meneurs, mais là aussi on a beaucoup vu ça, beaucoup ont essayé, beaucoup ont échoué. Mais il y en a qui ont aussi réussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il y a eu le cas où, je me souviens à l'époque des Lakers de Kobe Bryant et Pau Gasol, il y avait un peu ce truc-là de oui, mais en poste 4. Enfin, comment vous mettez votre secteur intérieur quand il y avait donc l'époque où Andrew Bynum explose, enfin est un vrai bon joueur, un vrai bon intérieur, et il y a toujours Lamar Odom qui est ce poste 4, un peu porteur de balle, un peu shooter. Et du coup, il y a cette question de oui, mais qu'est-ce qui marche mieux entre le secteur intérieur Pau Gasol, Andrew Bynum ou Pau Gasol, Lamar Odom? Eh ben, les 2 étaient très bonnes en fait. C'est dans 2 registres très différents, les deux étaient très bonnes. Donc comme quoi, et il y avait, avec Andrew Bynum et Gasol, il y avait vraiment ce truc-là de ce sentiment d'avoir, waouh, 2 vrais intérieurs avec des forces d'intérieur qui ont un effet très positif sur l'équipe. Donc je sais plus, je saurais plus dire comment ça se goupillait. Je pense que c'est beaucoup parce que Pau Gasol est un joueur extrêmement intelligent et qu'il peut un peu s'écarter, même si ça n'allait pas jusqu'aux 3 points, mais qu'il pouvait un peu faire marcher tout ça. Et donc c'est possible. Et là j'arrête de parler des Lakers parce que je sens que je vais être pas loin du blasphème sur ce podcast, mais il y a eu plein de trucs fonctionnels avec 2 intérieurs. La question qui se pose toujours, et c'est un peu ce qu'on a vu avec les Hawks tout à l'heure de Budenholzer, c'est oui, mais est-ce qu'il y a un système qui optimise? À quel point ça dépend des joueurs, à quel point ça dépend du système? Est-ce qu'il y a un système qui permet où tu te dis, en fait, si tu as des joueurs un peu au profil qui convient, mais sans forcément avoir des monstres d'intelligence comme l'était Pau Gasol, comme l'est Al Horford, comme l'était Tim Duncan à l'époque, est-ce que sans ce joueur un peu fabuleux en termes d'intelligence de compréhension, tu peux avoir ces deux intérieurs? Là, je ne saurais pas te dire si le schéma de Boston là, de ces années, de ces années 2020 est dans ce registre-là de la tactique est forte indépendamment des joueurs qui sont dedans, quoi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les 2 dernières équipes d'élite de Boston très récentes sont donc 2022, on a parlé avec Robert Williams de ce rim runner un peu ultime à côté d'Al Horford, et derrière, Azad, tu disais, on ramène Porzingis pour faire effectivement cette raquette
qui peut jouer à 2 intérieurs, mais qui n'a pas été en permanence, en fait, parce qu'à partir de cette année-là, Horford sort du banc. Mais les qualités d'Horford sont, on l'a depuis le début, qui peut jouer avec un autre intérieur de plein de profils différents. Avec Porzingis, ça marchait très bien. Ils shootaient tous les deux à 3 points, pas de problème pour le spacing, et Porzingis a été excellent pour protéger le panier. Ça a très bien marché aussi ces dernières années avec Luka Hornet, mais là c'est grâce aussi à la capacité d'Horford à tirer et à être respecté, parce que les dernières années sont plutôt très bonnes à 3 points. Donc finalement, on l'a dit depuis le départ, et en fait à chaque fois que j'en parlais au cours du podcast, je pensais à ça, c'est que sur ces dernières années, peu importe à côté de qui on l'a associé, et surtout j'ai oublié qu'on l'a beaucoup associé, et c'est ce qui a le mieux marché, c'est à côté de Jason Tatum au poste 4, sa polyvalence de tout temps, son évolution dans le jeu à Horford a fait qu'on a pu l'associer avec plein de monde et que ça a pu marcher avec plein de monde. C'est aussi pour ça qu'il y a eu de tels bons résultats en saison régulière, parce que la saison régulière, ce lot de matchs, de beaucoup de minutes, fait que d'avoir des mecs aussi flexibles tactiquement est vraiment assez génial pour des coachs. Et effectivement, Azad, tu parlais du firmament de sa carrière, la campagne de playoff 2024. À la base, il est remplaçant. Alors Ford, Porzingis joue 2 matchs et demi sur la campagne, 3 matchs et demi sur la campagne, et on se retrouve avec un Ford titulaire de l'équipe championne à plus de 30 minutes par match à 37 ans. Je dis peut-être une bêtise, à un an ou deux de près. Voilà. Et il est très bon. J'allais dire, je ne veux pas dire qu'il était exceptionnel, parce que je pense qu'on n'a pas rencontré les éventuels porteurs de balles qui auraient pu le mettre en difficulté, notamment sur de la rapidité, de la mobilité, mais en tout cas sa longévité, sa présence tous les ans au plus haut niveau font qu'il a pu briller et atteindre le Graal à la toute fin de carrière finalement. Et on était sur moi j'étais inquiet en saison régulière de sa mobilité, et il y a eu des belles réponses en play-off, mais au final ils ont réussi à le faire jouer que 26 minutes par match pendant la saison régulière et augmenter du coup le curseur à 30 minutes par match pendant les playoffs avec la blessure de Porzingis. Et la gestion de la fin de carrière d'Al Horford de la part des Celtics est très bonne. Et je trouve que même dans l'utilisation en attaque et en défense, par exemple, j'avais le nombre de touches au post-up par match au fur et à mesure de sa carrière avec le tracking data, donc qui existe que depuis 2014, il est passé de 7 touches au post-up par match à 0,7. Donc il a vraiment totalement transfiguré son jeu, et il a aussi transfiguré même sa manière de défendre, parce que Al Horford, qui était plutôt un joueur de edge ou de switch au début de sa carrière, sur la fin de carrière à Boston, ils lui font faire plus du drop pendant la saison régulière. Tu sens qu'il y a vraiment une volonté de conserver entre guillemets son jus pour les moments les plus importants et les moments décisifs, et arriver en playoff, il switch beaucoup plus. Arriver sur des matchs de saison régulière importants, notamment contre les Lakers cette année ou contre Denver, on l'a vu beaucoup plus switcher aussi, et au final ça aura été un joueur qui aura été exactement le joueur qu'il fallait au moment où il fallait pendant son passage à Boston. Je pense que peut-être qu'à Atlanta et à Philadelphie, peut y avoir des regrets de ce qu'il n'a pas été, de ce qui lui a manqué, ou peut-être des erreurs de casting qui ont été faites autour de lui et avec lui. Je trouve que Boston a réussi à rendre hommage finalement au joueur qu'il était, à rendre hommage à sa polyvalence et au fait d'être bon partout et excellent nulle part, en finalement construisant quelque chose un petit peu à son image. Et peut-être que c'est ça qui lui correspondait le plus aussi. Quand on voit un joueur comme Jason Tatum, c'est peut-être la superstar qui ressemble le plus entre guillemets à Al Horford en termes de joueur. C'est-à-dire qu'il est excellent partout, Tatum, mais il est élite nulle part. C'est Ben Taylor qui dit dans son dernier podcast qu'il est B+ partout, qu'il est ceinture marron de partout, excellent peut-être nulle part, mais au final, est-ce que c'est pas ça qui rend ces joueurs exceptionnels? Et je trouve que la fin de carrière d'Horford à Boston est une belle image de ça, ils ont réussi à mettre en avant tout ce qu'il y avait à mettre en avant chez lui, à extraire le maximum de jus de sa polyvalence pour colmater les brèches et faire d'un mur fissuré finalement une bâtisse imprenable. Et ils ont réussi à être sur pas mal de saisons des équipes d'élite. On a eu une équipe qui va en finale de conférence en 2018, on a une équipe qui perd quand même au deuxième tour en 2019, puis
qui en 2022 retourne en finale NBA, en 2023 passe à une cheville de retourner en finale NBA, et en 2024 finalement gagne ce titre. Donc je suis très content que Boston ait été la franchise qui ait mis en avant le compétiteur et les joueurs polyvalents qu'il était, et très content de voir qu'au final il aurait pu gagner du coup aux deux niveaux aussi, finalement, gagner en NCAA puis gagner chez les Celtics. Ça aurait été beau de faire 2 back-to-back pour finir sa carrière, mais malheureusement l'histoire en a voulu autrement. Alors Nico, tu noteras que Azad a vraiment pris soin, et je vais continuer dans sa ligne de ne pas parler de la saison qui vient de s'achever. Et ça, bon, parce qu'on en a marre d'en parler, et puis on veut passer à autre chose et tout, tu vois, voilà, c'est hors série. Donc voilà. Messieurs, est-ce qu'à votre avis, on a oublié des choses? Nico, est-ce que tu penses qu'on a oublié des choses sur le cas Horford, ou est-ce qu'on a fait un bon tour? Oh, le tour est bien rempli. Il y a toujours des choses à dire, ça, c'est sûr, surtout si on me demande. Bah oui, c'est mais non, mais pour un peu juste conclure, je voulais un peu revenir un peu, mais on a un peu fait comprendre ça, mais à quel point pour moi ce joueur-là marque quelque chose, dans le sens où il a suivi l'évolution du jeu de façon drastique. Tu l'as dit tout à l'heure, Azad, et on n'a pas arrêté de le dire. Et en fait, je débattais un peu intérieurement avant cette émission, et encore là maintenant en parlant, mais je me demande aussi si c'est aussi Horford et le joueur qu'il est de base, et qu'il était déjà dès son arrivée à NCAA, ce côté-là, son attitude, son intelligence, son côté je peux faire de tout, mais bien, parce qu'il y en a qui sont ok partout et mauvais nulle part, mais qui savent pas très bien se servir de ces outils-là, et qui du coup savent pas trop quel levier utiliser, et du coup ils utilisent pas tout le temps le bon. Lui, Horford, c'est toujours le bon truc au bon moment, plus ou moins, quoi. Et donc ce joueur-là qui part d'une base un peu de rêve pour les entraîneurs, mais qui finalement, il y a des joueurs comme ça, notamment quand on fait un peu de scouting, on en voit quand même beaucoup, hein, des gens avec un superbe état d'esprit, vraiment, et qui ont une belle base partout, mais qui manquent plus que de développement. On en a pas mal, et c'est pas rare que je suis déçu, parce que les joueurs ont quand même des limites qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Orford était ça, mais il partait déjà d'un niveau suffisamment élevé pour quand même déjà être un titulaire NBA. Et après, il a été... il y a un peu ce côté super joueur pendant un temps, mais le côté... Ce qui se passe à Boston, il y a un côté illumination. Disons que, mais en fait, quand on a un joueur de cette polyvalence-là, voilà tout ce qu'on peut faire, quoi. Et c'était pas juste en termes d'efficacité de match gagné, tout ça. Même sur le terrain, avoir joué, c'était vraiment extrêmement agréable. C'est pour ça qu'aussi ces Celtics-là, les Celtics de l'équipe à Horford ont toujours été très agréables à voir jouer. On sentait les dilemmes qui s'opposaient aux équipes adverses. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux dans le basket. À un moment donné, où on crée, où on coince, on fait un échec et mat sur la défense ou sur l'attaque. C'est vraiment ce qu'on cherche et ce qu'on a. Et ça, on l'avait régulièrement. C'était vraiment très sympa. Et c'était souvent du fait de Horford. Donc il y a un peu ce côté-là. Enfin, le genre de le super bon copain, quoi, qui peut briller tout en restant dans son registre. Ça, c'est super cool. Et en fait, voilà, en termes d'évolution, lui, il a suivi le jeu. Mais en fait, je me demande aussi à quel point c'est pas juste. C'est que lui, d'entrée de jeu, en fait, il aurait été moderne. Peut-être pas pour le shoot, mais moins pour le côté la défense sans le ballon. On a un peu parlé le côté... la NBA, à un moment donné, est passé beaucoup de la défense en homme à homme à une défense qui, dans les faits, est toujours homme à homme, mais qui en fait visait à ce que tout le monde défende sur tout le monde. Avec ce côté, à un moment donné, je contrôle la raquette d'une manière ou d'une autre. Et ça, qui pour moi était l'Horford de NCAA, en fait. Et du coup, je me demande déjà à quel point déjà Horford était déjà entre guillemets un peu dans sa mauvaise époque au début, mais qu'il a fini en fait qu'il a atterri dans la bonne époque. Ça, je suis pas sûr, mais c'est un peu l'impression que j'ai eu en retrouvant, enfin en me faisant en voyant les matchs NCAA et en voyant les matchs d'Atlanta avant Budenholzer et en sachant ce qu'était après Horford. Donc j'étais assez curieux ce truc-là on parle toujours de ces joueurs qui sont là dans leur bonne ou mauvaise époque. Horford, il aurait été un peu les deux, et du coup, tant mieux que ça marche bien. Mais aussi, il est pour quelque chose, parce que
enfin, le tir à 3 points qu'il a développé, avec son coude qui part sur le côté, là, il l'avait pas, quoi. Donc il y a aussi une part de lui aussi qui a réussi à s'adapter à un truc que la plupart des joueurs n'y arrivent pas, et qui a bien voulu, parce qu'un joueur comme Marcus Aldridge, qui avait complètement les qualités techniques pour développer un tir à 3 points, a longtemps refusé. Il a aussi accepté de jouer pivot, chose que beaucoup de joueurs ne veulent pas. Je parle de toi, Anthony Davis. Lui, pour le coup, c'est celui qui a toujours dit OK, qui s'est toujours acclimaté, qui s'est toujours mis dans le truc, et au final, ça a payé x10 parce que dans son registre, on a eu ce moment bostonien où un peu merveilleux, et rien que dans le jeu, et même s'il n'y avait jamais eu de titre à la fin, j'aurais été vraiment très heureux d'avoir vu cette période-là, que ça existait. Là en plus il y a un titre, donc c'est encore mieux. Mais voilà, je pense qu'Horford est vraiment un joueur cardinal dans la NBA pour la comprendre, pour la regarder, et même pour comprendre comment elle a évolué et comment les joueurs sont. Qu'est-ce qui fait qu'un joueur réussit dans un contexte, une époque? Qu'est-ce qui fait qu'il ne réussisse pas? Horford, on sait qu'il aurait réussi tout le temps, quoi, en fait. Ouais. C'est possible. Et je pense que quand je t'entendais sur sa polyvalence et tout, je pense que trouver Brad Stevens aussi, il y a du hasard, il y a de la chance aussi dans le lot. Et trouver Brad Stevens, je pense que c'est un bon turning point aussi. Ouais, après, c'est ça. Hein. Il y a des moments, il y a des rencontres, entre guillemets, et des choses qui matchent et qui matchent pas. Et là, pour le coup, je pense que Al Horford avait la capacité de matcher avec beaucoup de coaching staff, beaucoup de direction sportive. Et je pense que ça a très bien matché avec Billy Donovan. Je pense que des mecs comme Larry Drew et Mike Woodson n'avaient peut-être pas grand-chose à lui apporter, ou en tout cas, on n'a pas tiré peut-être tout le jus qu'il y avait à en tirer. Et je pense que c'est là où les Celtics ont réussi leur coup finalement, et lui ont bien rendu. Donc c'est un beau mariage. C'est un beau mariage, et c'était une belle cérémonie, et je suis bien content d'avoir été parmi les conviés pour assister à ça. Donc non, franchement, c'était un joueur plaisir, puis un joueur sourire, un joueur avec je sais pas, des moments marquants aussi. Franchement, il y a eu des parties de highlight entre guillemets, mais il y a tellement entre guillemets quelque chose de un petit peu lancinant dans son jeu parfois, et même dans sa carrière. On n'a jamais dépassé les 20 points de moyenne, comme on n'a jamais dépassé les 2 comptes par match ou des choses comme ça. Jamais eu de gros highlights, de grosses prises d'impact ou de lumière. Et les quelques fois où ça arrivait, j'ai un souvenir ému du dunk sur Giannis Antetokounmpo après, entre guillemets, un petit peu les échauffourées qu'il y avait eu entre les deux joueurs, et cette série contre les Bucks en 2022 qui est renversée aussi au match 6 à Milwaukee. Donc non, ouais, j'ai que des bons souvenirs quand il s'agit d'Horford. Il y a eu un peu des inquiétudes du fait de sa mobilité et de sa défense, mais finalement la fin de 2024 avec le fait que Porzingis soit blessé et qu'il puisse finalement être le titulaire de cette équipe championne NBA, bah écoute, quelle belle fin à 38 ans d'être titulaire d'une équipe qui gagne un titre NBA. C'est très Tim Duncanesque, et c'est peut-être l'être humain le plus proche de Tim Duncan finalement, cet Al Horford. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses un peu similaires, je trouve, dans leur jeu, dans leur approche, et aussi dans leur capacité d'adaptation? Je sais pas, il y a peut-être un peu de ça. En tout cas, moi, c'est des joueurs que je sépare pas peut-être totalement, bien qu'il y en a un qui ait été parmi l'élite de l'élite et qui aura peut-être été le meilleur joueur de sa décennie, alors qu'Al Horford aura plutôt traversé 2 décennies en étant parmi les meilleurs. Mais je trouve que ouais, il y en a un qui fait 2m13, quoi. Ouais, il y en a un qui fait 2m13. C'est ça la différence. Ouais. Ouais, puis Horford, on l'a un peu dit, mais je veux bien réinsister un peu là-dessus, mais le Horford de Boston, notamment lors de ses premières années à Boston, il est jamais très haut placé dans la question du meilleur défenseur de l'année. Mais pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs de cette époque-là. Cette capacité à protéger la raquette. Et en plus, là où les Rudy Gobert... Enfin, lui, pour le coup, il n'a jamais bénéficié d'outils physiques particuliers. Il a les Gobert qui est très très grand, tout en étant mobile. Anthony Davis qui est extrêmement rapide et vif et athlétique.
Horford est pas si grand que ça, et pas très rapide, et pas très aérien. Donc en fait, toute sa défense, protection vraiment de la raquette, c'était un peu son physique quand même, mais beaucoup juste de l'anticipation, de la lecture du jeu. Je pense que d'ailleurs, comme dit, cette période-là d'Atlanta que j'ai un peu revue, où j'avais même l'impression qu'il avait perdu un peu, ou même avant quand c'était rookie, il avait un peu, il y avait aussi ce côté quand même, je suis un peu en retard. Et en vieillissant, c'est là aussi on a vu que je pense qu'en vieillissant, il a aussi beaucoup gagné ça se voit pas trop, mais en anticipation, en compréhension du jeu, pour être celui qui, il est pas si rapide que ça, mais c'est bizarre, il est toujours là dans le trou, là où je voulais aller, moi l'attaquant, et là il est toujours là, ou alors il s'est orienté un peu le gars, enfin, vraiment la capacité de contrôler la raquette sans être un phénomène physique, je dois rater des noms, mais il n'y a aucun autre nom qui me vient à l'esprit, et c'était vraiment, ça fait de lui l'un des meilleurs défenseurs pour moi de son époque, quand il a juste le début de sa trentaine. Pour moi, c'était un des meilleurs défenseurs total de la NBA. Nickel. Et ça nous fait une belle conclusion. Je pense que vous pouvez comprendre qu'on s'est retrouvé avec 3 personnes qui aimaient beaucoup Horford, donc c'est plutôt. Personne ne l'aime pas, ça n'existe pas. C'est vrai, en plus t'as commencé là-dessus. Oh là, j'ai déjà oublié. Peut-être les fans des Sixers. Voilà, exactement. Mais je crois qu'ils lui en veulent même pas à lui en fait. Je suis persuadé que tu leur dis on n'aurait pas dû le prendre parce que ça collait pas, mais on aurait bien aimé. Enfin, en fait, on aurait bien aimé l'avoir s'il n'y avait pas Joel Embiid avant ou un machin. Enfin, je pense que c'est pas lui qu'ils aiment pas. Je suis sûr. Donc voilà, ça fait un bien beau podcast. Je pense que c'est notre record sur les focus, donc ça fait plaisir. Qui est étonné ici? Ceci dit, ça va avec la longévité du monsieur et ça a du sens parce qu'il y a des choses à dire et en plus qui ne concernent pas que lui, mais son passage, et comme tu disais Nico, sur l'évolution de la NBA, c'est plutôt assez marquant et ça colle vraiment, vraiment bien. Je vais vous remercier tous les deux, plus particulièrement Nico, merci infiniment d'être venu, c'était génial, aussi bien qu'on l'attendait, donc c'est vraiment super. Ça m'a fait beaucoup plaisir, j'étais ravi d'être avec vous, parler de ce joueur et puis même globalement de parler avec vous. Donc merci beaucoup et puis pour un prochain joueur. Allez, vendu. Azad, on n'annonce rien à personne sur la suite du podcast parce que je sais pas ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Quand on aura tradé le reste du roster et qu'on aura diminué encore les salaires du club, donc j'avais aucune idée de ce qui va bien pouvoir se passer sur la rentrée scolaire. On en parlera quand il se passera quelque chose, on sera là pour en parler. Et vous aurez votre épisode sur Luis Felipe Jr. Je sais même pas si c'est le bon mec que je prononce. C'est Hugo Gonzalez, mais ouais. Non, on a un two-way qui est arrivé, Azad. Ah oui. Peut-être tu le connais même pas. Bon, vous voyez qu'on n'est pas complètement au fait de l'actualité. On a signé Chris Boucher, j'ai vu. Aussi. Il y aura peut-être pas une spéciale, on va pas se mentir. Non. Merci à tous les deux, à très bientôt. Ciao. Ciao. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots from both teams, Jeff, down the stretch.